Chapitre 17. Enterrement. Comme il faisait maintenant grand jour, le groupe, dont aucun membre n'avait mangé ni dormi depuis la veille au matin, commença à s'activer pour préparer de la nourriture. Les mutins de Larraux avaient débarqué une petite réserve de viande séchée, de soupe et de légumes en conserve, de biscuits, de farine, de thé et de café pour les 5 naufragés, et ces provisions furent rapidement utilisées pour satisfaire leur faim dévorante. La tâche suivante fut de rendre la cabane habitable, et à cette fin, il fut décidé de retirer immédiatement les sinistres vestiges du drame qui s'y était déroulé jadis. Le professeur Porter et M. Philander examinèrent avec un vif intérêt les squelettes. Les 2 plus grands, déclarèrent-ils, appartenaient à un homme et une femme issus de l'une des races blanches les plus évoluées. Le plus petit squelette ne retint leur intention que brièvement, sa position dans le berceau ne laissant aucun doute quant au fait qu'il s'agissait du nourrisson de ce couple malheureux. Alors qu'il préparait le squelette de l'homme pour l'inhumation, Clayton découvrit une bague massive qui avait manifestement entouré le doigt du défunt au moment de sa mort, car l'un de ses os fins de la main reposait encore dans l'anneau d'or. En la ramassant pour l'examiner, Clayton poussa un cri de stupéfaction, car la bague portait le blason de la maison des Greystock. Au même instant, Jane découvrit des livres dans le placard, et en ouvrant la page de garde de l'un d'eux, elle lut le nom de John Clayton, Londres. Dans un second ouvrage, qu'elle feuilleta précipitamment, elle ne trouva qu'un seul nom, Greystock. « Mais, monsieur Clayton, s'écria-t-elle, qu'est-ce que cela signifie ? Ces livres portent les noms de certains de vos proches. »« Et ici, répondit-il gravement, se trouve la grande bague de la maison de Greystock, disparue depuis que mon oncle, John Clayton, l'ancien lord de Greystock, a disparu, présumé perdu en mer. »« Mais comment expliquer la présence de ces objets ici, dans cette jungle sauvage d'Afrique ?» s'étonna la jeune femme. « Il n'y a qu'une seule explication possible, mademoiselle Porter, déclara Clayton. Le défunt Lord Greystock ne s'est pas noyé. Il est mort ici, dans cette cabane, et ce pauvre être sur le sol est tout ce qui reste de lui. »« Alors, ceci doit être Lady Greystock, dit Jane avec respect, en désignant l'amas d'ossements sur le lit. »« La belle Lady Alice, répondit Clayton, dont j'ai souvent entendu mes parents vanter les nombreuses vertus et le charme remarquable. Pauvre femme, murmura-t-il tristement. Avec une profonde révérence et une grande solennité, les corps du défunt lord et de la défunte Lady Greystock furent enterrés à côté de leur petite cabane africaine, et entre eux fut placé le minuscule squelette du bébé de Cala, la Guenon. Alors que M. Philander enveloppait les frêles ossements du nourrisson dans un morceau de toile de voile, il examina minutieusement le crâne, puis il appela le professeur Porter à ses côtés, et tous deux discutèrent à voix basse pendant plusieurs minutes. « Tout à fait remarquable, tout à fait remarquable, déclara le professeur Porter. « Dieu me bénisse, s'exclama M. Philander. Nous devons informer immédiatement M. Clayton de notre découverte. »« Tut, tut, monsieur Philander, tut, tut, réprima le professeur Porter. Laisse-le passer, enterrer ses morts. » Et ainsi, le vieil homme aux cheveux blancs récita la prière des morts au-dessus de cette étrange sépulture, tandis que ses 4 compagnons se tenaient autour de lui, la tête baissée et découverte. Depuis les arbres, Tarzan des singes observait la cérémonie solennelle. Mais plus que tout, il contemplait le doux visage et la silhouette gracieuse de Jane Porter. Dans son cœur sauvage et inculte, de nouvelles émotions s'éveillaient. Il ne parvenait pas à les comprendre. Il se demandait pourquoi ces gens l'intéressaient tant, pourquoi il avait pris tant de peine à sauver les 3 hommes. Mais il ne se demandait pas pourquoi il avait arraché Sabor à la chair tendre de la jeune fille inconnue. Certes, ces hommes étaient stupides, ridicules et lâches. Même Manu le singe était plus intelligent qu'eux. Si ces créatures étaient de son espèce, il doutait que sa fierté passée envers son sang fût justifiée. Mais la jeune fille... c'était une toute autre affaire. Ici, il ne raisonnait pas.
Il savait seulement qu'elle avait été créée pour être protégée, et que lui avait été créé pour la protéger. Il se demanda pourquoi ils avaient creusé un grand trou dans le sol uniquement pour y enterrer des ossements secs. Il n'y avait certainement aucun sens à cela. Personne ne voulait voler des os secs. S'il avait eu de la viande dessus, il aurait compris, car c'était le seul moyen d'empêcher Dango, la hyène, et les autres voleurs de la jungle de s'en emparer. Lorsque la tombe fut recouverte de terre, le petit groupe se dirigea de nouveau vers la cabane. Esmeralda, qui pleurait encore abondamment pour 2 personnes dont elle n'avait jamais entendu parler avant ce jour, et qui étaient mortes depuis 20 ans, jeta un regard vers le port. Instantanément, ses larmes cessèrent. « Regardez-moi ces bons à rien de blancs là-bas !» s'écria-t-elle d'une voix perçante en pointant du doigt Laro. « Les voilà qui nous profanent, ici même, sur cette île maudite !» Et en effet, Laro se dirigeait lentement vers la haute mer, franchissant l'entrée du port. « Ils avaient promis de nous laisser des armes et des munitions, » dit Clayton. « Ces brutes impitoyables. »« C'est l'œuvre de ce type qu'ils appellent Snipes, j'en suis sûr, » dit Jane. « King était un scélérat, mais il avait un peu d'humanité. S'il ne l'avait pas tué, je sais qu'il aurait veillé à ce que nous ayons de quoi survivre avant de nous abandonner à notre sort. » « Je regrette qu'il ne nous ait pas rendu visite avant de partir, » dit le professeur Porter. « J'avais l'intention de leur demander de nous laisser le trésor, car si je le perds, je serai un homme ruiné. » Jane regarda son père avec tristesse. « Peu importe, papa, dit-elle. Cela n'aurait servi à rien, car c'est uniquement pour ce trésor qu'ils ont tué leur officier et nous ont débarqués sur cette terrible côte. »« Tut, tut, mon enfant, tut, tut !» répondit le professeur Porter. « Tu es une brave fille, mais tu manques d'expérience dans les affaires concrètes. » Et il se détourna lentement vers la jungle, les mains croisées derrière les pans de son long manteau, les yeux fixés au sol. Sa fille l'observa avec un sourire attendri sur les lèvres. Puis, se tournant vers M. Philander, elle murmura. « Je vous en prie, ne le laissez pas s'égarer à nouveau comme hier. Nous comptons sur vous pour garder un œil attentif sur lui. »« Il devient de plus en plus difficile à gérer chaque jour, » répondit M. Philander, en soupirant et en secouant la tête. « Je suppose qu'il est parti signaler au directeur du zoo qu'un de leurs lions était en liberté la nuit dernière. Oh, mademoiselle Jane, vous n'imaginez pas ce que j'endure. »« Si, je le sais, monsieur Philander, mais bien que nous l'aimions tous, vous seul êtes le mieux placé pour le gérer, car, peu importe ce qu'il vous dit, il respecte votre immense savoir et a donc une grande confiance en votre jugement. Le pauvre cher homme ne fait pas la différence entre l'érudition et la sagesse. » M. Philander, arborant une expression légèrement perplexe, se tourna pour suivre le professeur Porter, tout en se demandant s'il devait se sentir flatté ou offensé par le compliment à demi voilé de Mademoiselle Porter. Tarzan avait vu la consternation se peindre sur les visages du petit groupe en voyant Laro s'éloigner. De plus, le navire était pour lui une merveilleuse nouveauté. Il décida donc de se rendre rapidement jusqu'à la pointe de terre au nord de l'entrée du port afin d'obtenir une meilleure vue du bateau et, si possible, de déterminer sa direction. Se balançant à travers les arbres avec une grande rapidité, il atteignit la pointe juste après que le navire eut quitté le port, ce qui lui permit d'observer en détail les merveilles de cette étrange maison flottante. Une vingtaine d'hommes allaient et venaient sur le pont, tirant et maniant les cordages. Une légère brise terrestre soufflait et le navire avait été manœuvré à travers l'entrée du port avec peu de voiles, mais à présent qu'il avait franchi la pointe, toutes les toiles disponibles furent hissées afin qu'il puisse s'éloigner le plus vite possible vers le large. Tarzan observa avec admiration les mouvements gracieux du navire et rêva d'être à son bord. Soudain, ses yeux perçants captèrent un mince filet de fumée à l'horizon nord, et il s'interrogea sur la cause d'un tel phénomène en pleine mer. Presque au même instant, le veilleur de Laro dut l'apercevoir lui aussi, car quelques minutes plus tard, Tarzan vit les voiles être réajustées et réduites. Le navire vira de bord, et bientôt il comprit qu'il battait en retraite vers la terre.
À la proue, un homme lançait régulièrement une corde à la mer, à l'extrémité de laquelle un petit objet était attaché. Tarzan se demanda quel pouvait être le but de cette étrange manœuvre. Finalement, le navire s'arrêta face au vent, l'ancre fut jetée et les voiles descendues. Il y eut une intense agitation sur le pont. Une embarcation fut mise à l'eau et un grand coffre y fut déposé. Puis une douzaine de marins prirent les rames et se dirigèrent rapidement vers l'endroit où Tarzan était tapi dans les branches d'un arbre. À la poupe du canot, à mesure qu'il approchait, Tarzan distingua l'homme au visage de rat. Quelques instants plus tard, l'embarcation toucha la plage. Les hommes sautèrent sur le sable et soulevèrent le lourd coffre. Ils étaient du côté nord de la pointe, de sorte que leur présence était dissimulée aux occupants de la cabane. Les hommes se disputèrent violemment un moment. Puis l'homme au visage de rat, accompagné de plusieurs compagnons, grimpa sur le petit promontoire où se trouvait l'arbre qui cachait Tarzan. Ils inspectèrent les environs pendant plusieurs minutes. « Ici, c'est un bon endroit, » dit le marin au visage de rat, désignant un emplacement sous l'arbre de Tarzan. « Cela vaut bien un autre, » répondit l'un de ses compagnons. « Si on nous attrape avec le trésor à bord, il sera de toute façon confisqué. Autant l'enterrer ici, en espérant que certains d'entre nous échapperont à la potence et reviendront plus tard en profiter. » L'homme au visage de rat appela alors ceux qui étaient restés au bateau, et ceux-ci montèrent lentement la berge, portant des pioches et des pelles. « Dépêchez-vous » cria Snipes. « La ferme » rétorqua un des hommes d'un ton maussade. « T'es pas un amiral, espèce de crevette maudite !»« Je suis le capitaine ici, je te ferai dire salmousse !» hurla Snipes en ponctuant ses paroles d'un flot d'injures. « Du calme, les gars !» intervint un homme qui n'avait pas encore parlé. « Ça ne nous avancera à rien de nous battre entre nous. »« D'accord, » répondit le marin qui avait protesté contre l'autorité de Snipes. « Mais ça n'avancera personne non plus que l'un d'entre nous se donne des airs dans cette bande de vauriens. »« Vous autres, creusez ici !» ordonna Snipes en désignant un endroit sous l'arbre. « Et pendant que vous creusez, Peter va faire un plan de l'endroit pour qu'on puisse retrouver le trésor plus tard. Toi, Tom, et toi, Bill, descendez avec deux autres chercher le coffre. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Juste donner des ordres? Demanda l'homme qui s'était déjà opposé à lui. Mettez-vous au travail, gronda Snipes. Vous n'imaginiez pas que votre capitaine allait creuser, non? Les hommes levèrent tous les yeux, furieux. Aucun d'eux n'aimait Snipes. Et son comportement autoritaire depuis qu'il avait assassiné King, le véritable chef de la mutinerie, n'avait fait qu'attiser leur haine. « Tu veux dire que tu ne comptes pas prendre une pelle et aider au travail ? Ton épaule n'est pas si fichue que ça, dit Taran, le marin qui avait déjà protesté. « Pas question, répliqua Snipes en jouant nerveusement avec la crosse de son revolver. « Alors, pardieu, riposta Taran, si tu refuses de prendre une pelle, tu prendras un pic. » À ces mots, il leva son pic au-dessus de sa tête et d'un coup puissant enfonça la pointe dans le crâne de Snipes. Un instant, les hommes restèrent silencieux, observant le résultat macabre de l'humour sinistre de leur compagnon. Puis l'un d'eux prit la parole. « Bien fait pour cette ordure, dit-il. » L'un des hommes se mit à frapper le sol avec sa pioche. La terre était meuble. Il abandonna donc son outil pour saisir une pelle, et bientôt les autres se joignirent à lui. Nul ne fit davantage de commentaires sur l'exécution de Snipes. Mais tous travaillaient d'un bien meilleur état d'esprit depuis qu'ils n'étaient plus aux commandes. Lorsqu'ils eurent creusé une fosse suffisamment grande pour y enterrer le coffre, Taran suggéra de l'agrandir davantage afin d'y placer le corps de Snipes au-dessus du trésor. « Ça pourrait embrouiller ceux qui viendraient fouiller par ici, » expliqua-t-il. Les autres saisirent aussitôt l'astuce et approuvèrent l'idée. La fosse fut donc élargie pour accueillir le cadavre, et au centre, un trou plus profond fut creusé pour le coffre. Celui-ci fut d'abord enveloppé dans une toile de voile, puis descendu au fond du trou, à environ 30 cm sous le fond de la tombe. Ils jetèrent de la terre par-dessus et la tassèrent fermement jusqu'à ce que la fosse soit de niveau. Deux des marins roulèrent sans cérémonie le corps du défunt dans la fosse, après l'avoir délesté de ses armes et de divers objets que chacun convoitait. Ils remplirent ensuite la tombe de terre, la piétinant jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus en contenir.
Le reste de la terre fut dispersé alentour, et un amas de branchages morts fut disposé aussi naturellement que possible sur la sépulture afin d'en masquer toute trace. Leur besogne achevée, les marins regagnèrent leurs canots et ramèrent vivement vers l'Arrow. Le vent s'était levé, et à présent la fumée à l'horizon était clairement visible, formant une large colonne. Les mutins ne perdirent donc pas de temps, ils mirent toute voile dehors et s'éloignèrent en direction du sud-ouest. Tarzan, spectateur attentif de toute la scène, réfléchissait aux actes étranges de ces créatures si particulières. Les hommes étaient décidément plus insensés et plus cruels que les bêtes de la jungle. Comme il était heureux, lui, de vivre dans la paix et la sécurité de la grande forêt. Il se demanda ce que pouvait contenir le coffre qu'ils avaient enterré. S'ils n'en voulaient pas, pourquoi ne pas simplement le jeter à l'eau? Cela aurait été bien plus facile. Ah, songea-t-il, mais ils le veulent. Ils l'ont caché ici pour revenir le chercher plus tard. Tarzan sauta à terre et commença à examiner le sol autour de l'excavation. Peut-être ces créatures avaient-elles laissé tomber un objet qu'il aimerait posséder. Bientôt, il découvrit une pelle dissimulée sous les branchages que les marins avaient étalés sur la tombe. Il la saisit et tenta de s'en servir comme il avait vu les hommes le faire. C'était un exercice maladroit et douloureux pour ses pieds nus, mais il persévéra jusqu'à dégager partiellement le corps. Il le tira hors de la fosse et le déposa sur le côté. Puis, il poursuivit son travail, jusqu'à ce qu'il ait entièrement mis au jour le coffre. Il l'attira également hors de la fosse et le posa près du cadavre. Ensuite, il reboucha le trou inférieur, replaça le corps et la terre autour et par-dessus, disposa les branchages comme il les avait trouvés, puis revint au coffre. 4 marins avaient sué sous le poids du lourd fardeau. Tarzan, lui, le souleva comme s'il ne s'agissait que d'une caisse vide. Avec la pelle attachée dans son dos à l'aide d'une corde, il emporta le coffre vers les profondeurs les plus impénétrables de la jungle. Il ne pouvait pas aisément se déplacer dans les arbres avec son fardeau encombrant, mais il suivit les sentiers et progressa ainsi à un rythme soutenu. Pendant plusieurs heures, il voyagea en direction du nord-est, jusqu'à ce qu'il se heurte à un mur impénétrable de végétation enchevêtrée. Il prit alors les branches inférieures, et au bout d'un quart d'heure, il émergea dans l'amphithéâtre des singes, où ceux-ci se réunissaient pour leurs conseils ou pour célébrer les rites du dum-dum. Près du centre de la clairière, non loin du tambour servant d'autel, il entreprit de creuser. La tâche était plus ardue que lorsqu'il avait retourné la terre fraîchement remuée de la tombe. Mais Tarzan était persévérant. Il continua donc son labeur jusqu'à ce qu'un trou suffisamment profond lui permette d'y dissimuler le coffre. Pourquoi s'était-il donné tant de mal sans même connaître la valeur de son contenu? Tarzan avait le corps et l'intelligence d'un homme, mais il était un singe par son éducation et son mode de vie. Son esprit lui disait que le coffre contenait quelque chose de précieux, sinon les hommes ne l'auraient pas caché. Son apprentissage l'avait habitué à imiter tout ce qui était nouveau et inhabituel, et sa curiosité naturelle, commune aux hommes comme aux singes, le poussait à ouvrir le coffre pour en examiner le contenu. Mais l'épaisse serrure et les solides bandes de fer défiaient à la fois sa ruse et sa force prodigieuse, si bien qu'il dut se résoudre à enterrer le coffre sans avoir satisfait son désir de savoir. Lorsqu'il regagna les abords de la cabane, en chassant en chemin pour se nourrir, la nuit était tombée. À l'intérieur du petit bâtiment, une lumière brillait. Clayton avait découvert une boîte d'huile intacte, laissée là depuis 20 ans, parmi les provisions abandonnées par Black Michael. Les lampes étaient encore fonctionnelles, et ainsi l'intérieur de la cabane paraissait aussi lumineux que le jour aux yeux ébahis de Tarzan. Il s'était souvent interrogé sur l'utilité exacte de ces lampes. Ses lectures et les illustrations lui en avaient donné une idée, mais il ignorait totalement comment elles pouvaient produire cette lumière éclatante, qui, sur certaines images, semblait illuminer tout ce qui l'entourait. Alors qu'il approchait de la fenêtre la plus proche de la porte, il constata que la cabane avait été divisée en 2 pièces par une cloison de branches et de toiles de voile. Dans la pièce principale se trouvaient les 3 hommes. Les 2 plus âgés étaient absorbés dans une discussion animée,
tandis que le plus jeune, adossé au mur sur un tabouret de fortune, lisait avec attention l'un des livres de Tarzan. Mais Tarzan n'était pas particulièrement intéressé par les hommes. Il se dirigea vers l'autre fenêtre, là se trouvait la jeune femme. Comme elle était belle! Son visage était d'une délicatesse exquise, et sa peau d'une blancheur éclatante. Elle écrivait, assise au bureau de Tarzan, juste sous la fenêtre. Sur un tas d'herbe, de l'autre côté de la pièce, Esmeralda dormait. Pendant 1 heure, Tarzan contempla la jeune femme tandis qu'elle écrivait, comme il aurait aimé lui parler. Mais il n'osait pas tenter l'expérience, persuadé qu'elle ne le comprendrait pas, tout comme le jeune homme. Il craignait aussi de l'effrayer. Enfin, elle se leva, laissant son manuscrit sur la table. Elle se dirigea vers le lit, où plusieurs couches d'herbes moelleuses avaient été disposées, et les réarrangea soigneusement. Puis elle détacha la somptueuse masse dorée qui couronnait sa tête. Comme une cascade étincelante, transformée en métal bruni par un soleil couchant, ses cheveux ruisselèrent autour de son visage ovale et ondulèrent jusqu'au bas de sa taille. Tarzan était envoûté. Puis elle éteignit la lampe, plongeant la cabane dans une obscurité profonde. Mais Tarzan veillait toujours. Il s'approcha prudemment sous la fenêtre et attendit, écoutant. Au bout d'une demi-heure, il perçut enfin la respiration régulière du sommeil. Avec précaution, il glissa une main entre les mailles du treillis jusqu'à ce que son bras tout entier pénètre dans la pièce. Il tâtonna doucement sur le bureau. Finalement, ses doigts se refermèrent sur le manuscrit de Jane Porter. Lentement, il retira son bras, serrant son précieux butin. Il plia soigneusement les feuillets, en fit un petit paquet qu'il rangea dans son carquois, puis il disparut dans la jungle avec la furtivité d'une ombre. Chapitre 18. Le tribut de la jungle. Tôt le lendemain matin, Tarzan s'éveilla, et sa première pensée fut pour l'extraordinaire écrit dissimulé dans son carquois, tout comme l'avait été sa dernière pensée de la veille. Avec empressement, il le sortit, nourrissant l'espoir insensé de pouvoir lire ce que la magnifique jeune femme blanche avait écrit la nuit précédente. Mais dès le premier regard, il fut envahi d'une amère déception. Jamais encore il n'avait désiré quelque chose avec une telle intensité que cette fois-ci, où il aspirait ardemment à comprendre un message de cette divinité aux cheveux d'or, surgit si brusquement dans son existence. Qu'importait que ce message ne lui fût pas destiné. Il représentait une expression de ses pensées, et cela suffisait à Tarzan. Mais voilà qu'il se trouvait confronté à d'étranges caractères, inconnus et maladroits, qui ne ressemblaient en rien à tout ce qu'il avait déjà pu examiner, que ce soit dans les livres imprimés ou dans l'écriture difficile des quelques lettres qu'il avait découvertes. Même les petits insectes noirs du livre imprimé lui étaient familiers, bien que leur disposition ne signifiait rien pour lui. Mais ces nouveaux signes étaient inédits et déconcertants. Pendant 20 minutes, il se pencha sur eux avec intensité, jusqu'à ce que soudain ils commencent à lui apparaître sous une forme plus reconnaissable, bien que déformée. Ah! C'étaient ses vieux amis, mais méconnaissables, comme estropiés. Puis il parvint à distinguer un mot ici, un autre là. Son cœur bondit de joie. Il pouvait les lire. Il le ferait. En l'espace d'une demi-heure, il progressait rapidement et hormis quelques mots plus complexes, il lui semblait naviguer en eau claire. Voici ce qu'il déchiffra. Côte ouest de l'Afrique, environ 10 degrés de latitude sud, du moins selon M. Clayton. 3 février 1909. Ma très chère Hazel. Il me semble absurde d'écrire une lettre comme tu ne verras peut-être jamais. Mais il faut absolument que je confie à quelqu'un les terribles épreuves que nous avons traversées depuis notre départ d'Europe à bord de l'infortuné Arrow. Si nous ne regagnons jamais la civilisation, comme cela semble désormais fort probable, cette lettre constituera au moins un bref témoignage des événements qui nous ont conduits à notre sort final, quel qu'il puisse être. Comme tu le sais, nous étions censés entreprendre une expédition scientifique au Congo.
Papa prétendait développer une extraordinaire théorie sur une civilisation d'un âge incommensurable dont les vestiges seraient enfouis quelque part dans la vallée du Congo. Mais une fois en mer, la vérité éclata. Il semblerait qu'un vieux bibliophile propriétaire d'une boutique de livres et d'antiquités à Baltimore ait découvert, entre les pages d'un très ancien manuscrit espagnol, une lettre datant de 1550 relatant les aventures d'un équipage de mutins d'un galion espagnol. Le navire faisait route d'Espagne vers l'Amérique du Sud avec un fabuleux trésor composé de doublons et de pièces de 8. Du moins, si l'on en croit les descriptions qui évoquent ces monnaies étranges, dignes des plus fascinants récits de pirates. L'auteur de la lettre était lui-même l'un des membres de l'équipage, et il l'avait adressée à son fils, alors capitaine d'un navire marchand espagnol. De nombreuses années s'étaient écoulées depuis les événements relatés, et l'homme, devenu un citoyen respectable d'une obscure ville espagnole, restait néanmoins obsédé par l'or au point de risquer sa sécurité pour révéler à son fils le secret d'une richesse incommensurable. L'auteur de la lettre racontait comment, à peine une semaine après leur départ d'Espagne, l'équipage s'était mutiné, massacrant tous les officiers et marins qui s'étaient opposés à eux. Mais par cet acte même, ils avaient ruiné leur propre dessein, car plus personne à bord n'était capable de naviguer sur l'immensité de l'océan. Ballottés au gré des tempêtes pendant 2 mois, ils furent peu à peu rongés par le scorbut, la faim et la soif, jusqu'à ce qu'ils échouent sur un îlot perdu. Le galion fut projeté haut sur la plage avant d'être mis en pièces par les vagues. Mais avant cela, les survivants qui n'étaient plus que 10 avaient réussi à sauver l'un des grands coffres remplis de trésors. Ils l'enterrèrent loin du rivage et vécurent sur l'île pendant 3 ans, espérant sans relâche être secourus. Un à un, ils tombèrent malades et moururent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul homme, l'auteur de la lettre. Les naufragés avaient construit un bateau de fortune à partir des débris du galion, mais, n'ayant aucune idée de la position de l'île, ils n'avaient jamais osé prendre la mer. Toutefois, lorsque tous furent morts, l'horrible solitude pesa si lourdement sur l'esprit du dernier survivant qu'il ne peut plus la supporter. Il préféra affronter la mort sur l'océan plutôt que de sombrer dans la folie sur son îlot désert. Ainsi, après près d'1 an d'isolement, il mit les voiles à bord de son frêle esquif. Par chance, il navigua plein nord, et au bout d'1 semaine, atteignit la route des navires marchands espagnols reliant les Antilles à l'Espagne. Il fut secouru par l'un de ces bâtiments en route vers l'Europe. Lorsqu'il raconta son histoire, il parla seulement d'un naufrage dont peu avaient échappé, et où les derniers survivants, hormis lui, avaient succombé une fois sur l'île. Il se garda bien d'évoquer la mutinerie et le trésor enfoui. Le capitaine du navire marchand lui affirma que d'après l'endroit où ils avaient été secourus et les vents dominants de la semaine écoulée, il ne pouvait s'agir d'aucune autre île que celle des îles du Cap-Vert, situées au large de la côte ouest de l'Afrique, entre 16 degrés et 17 degrés de latitude nord. Dans sa lettre, l'homme décrivait l'île avec précision, ainsi que l'emplacement exact du trésor. Il y joignit une vieille carte rudimentaire et amusante, où des arbres et des rochers étaient marqués d'un X tremblant, désignant l'endroit précis où l'or avait été enterré. Quand papa nous révéla la véritable nature de notre expédition, mon cœur se serra. Je savais combien il était rêveur et peu pratique, et je craignais qu'il ne se soit encore laissé duper. D'autant plus qu'il nous avoua avoir payé $1000 pour la lettre et la carte. À ma détresse s'ajouta une autre inquiétude. J'appris qu'il avait emprunté $10 000 supplémentaires à Robert Candler et lui avait signé des reconnaissances de dette. Monsieur Candler n'avait exigé aucune garantie. Et tu sais, ma chère Hazel, ce que cela signifie pour moi si papa ne peut pas honorer sa dette. Oh, comme je déteste cet homme. Nous avons tous essayé de garder espoir, mais M. Philander et M. Clayton, qui nous avaient rejoints à Londres par goût de l'aventure, partageaient mon scepticisme. Finalement, pour faire court, nous avons bel et bien trouvé l'île et le trésor. Un grand coffre en chêne cerclé de fer, enveloppé de multiples couches de toile goudronnée, aussi solide et intact que le jour où il avait été enseveli
près de 200 ans plus tôt. Il était littéralement rempli de pièces d'or et si lourd que 4 hommes peinaient à le soulever. Mais ce coffre maudit ne semble apporter que malheur et violence à quiconque l'approche. 3 jours après notre départ des îles du Cap-Vert, notre propre équipage s'est mutiné et a assassiné tous ses officiers. Oh, l'horreur de cette nuit-là dépasse l'inimaginable. Je ne peux même pas en écrire les détails. Ils avaient l'intention de nous tuer, nous aussi, mais leur chef, un certain King, s'y est opposé. Ils ont alors mis le cap au sud, longeant la côte africaine jusqu'à un endroit reculé où ils ont trouvé un bon mouillage. Là, ils nous ont débarqués et nous ont abandonnés. Ils sont partis avec le trésor aujourd'hui, mais M. Clayton dit qu'ils connaîtront un sort similaire à celui des mutins de l'ancien galion, car King, le seul homme à bord qui connaissait la navigation, a été assassiné sur la plage par l'un des hommes le jour où nous avons débarqué. J'aimerais que tu puisses connaître M. Clayton, c'est le plus adorable des hommes, et sauf erreur de ma part, il est tombé très amoureux de moi. Il est le fils unique de Lord Greystock, et héritera un jour du titre et des domaines familiaux. En plus de cela, il est riche de son propre droit, mais le fait qu'il devienne un jour un lord anglais me rend très triste. Tu sais ce que j'ai toujours pensé des jeunes filles américaines qui épousaient des étrangers titrés. Oh, s'il pouvait seulement être un simple gentleman américain. Mais ce n'est pas sa faute, le pauvre, et à part sa naissance, il ferait honneur à mon pays, et c'est le plus grand compliment que je puisse faire à un homme. Nous avons vécu les expériences les plus étranges depuis que nous avons été déposés ici. Papa et M. Philander se sont perdus dans la jungle et ont été poursuivis par un véritable lion. M. Clayton s'est égaré et a été attaqué 2 fois par des bêtes sauvages. Esmeralda et moi avons été acculés dans une vieille cabane par une lionne mangeuse d'hommes absolument effrayante. Oh, c'était tout simplement terrifique, comme dirait Esmeralda. Mais la chose la plus étrange de toutes, c'est cette créature extraordinaire qui nous a sauvés. Je ne l'ai jamais vue, mais M. Clayton, papa et M. Philander l'ont aperçu, et ils disent que c'est un homme blanc, absolument divin, bronzé jusqu'à en être basané, avec la force d'un éléphant sauvage, l'agilité d'un singe et le courage d'un lion. Il ne parle pas anglais et disparaît aussi vite et mystérieusement après avoir accompli un acte héroïque, comme s'il était un esprit désincarné. Puis, nous avons un autre voisin étrange qui a affiché une pancarte magnifique en anglais sur la porte de sa cabane, que nous avons réquisitionnée, nous avertissant de ne rien détruire de ses affaires et signant « Tarzan des singes ». Bien que nous soyons convaincus qu'il rôde dans les parages, car l'un des marins, qui s'apprêtait à tirer dans le dos de M. Clayton, a reçu une lance dans l'épaule, lancée par une main invisible depuis la jungle. Les marins nous ont laissé des vivres très limités, et comme nous ne disposons que d'un seul revolver avec seulement 3 cartouches restantes, nous ne savons pas comment nous procurer de la viande, bien que M. Philander affirme que nous pouvons survivre indéfiniment grâce aux fruits et aux noix sauvages qui abondent dans la jungle. Je suis très fatigué maintenant, alors je vais me coucher sur mon drôle de lit fait d'herbe que M. Clayton a préparé pour moi. Mais j'ajouterai à cette lettre au fil des jours, au gré des événements. Affectueusement, Jane Porter. À Hazel Strong, Baltimore. Tarzan resta plongé dans une profonde réflexion pendant un long moment après avoir terminé la lecture de la lettre. Elle contenait tant de choses nouvelles et merveilleuses que son esprit était en ébullition alors qu'il tentait de tout assimiler. Ainsi, il ne savait pas qu'il était Tarzan des singes. Il allait le leur dire. Dans son arbre, il avait construit un abri rudimentaire, fait de feuilles et de branches, sous lequel, à l'abri de la pluie, il avait déposé les quelques trésors qu'il avait récupérés de la cabane. Parmi eux se trouvaient quelques crayons. Il en prit un, et sous la signature de Jane Porter, il écrivit « Je suis Tarzan des singes ». Il pensa que cela suffirait. Plus tard, il remettrait la lettre dans la cabane. Quant à la nourriture, pensa Tarzan, il n'avait pas à s'inquiéter. Il y pourvoirait, et c'est ce qu'il fit. Le lendemain matin, Jane retrouva sa lettre disparue exactement à l'endroit d'où elle s'était volatilisée 2 nuits auparavant. Elle était intriguée,
mais lorsqu'elle aperçut les mots imprimés sous sa signature, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle montra la lettre, ou du moins la dernière page portant sa signature, à Clayton. « Et dire, dit-elle, que cette chose effrayante m'observait probablement tout le temps que j'écrivais. Oh, j'en frissonne rien que d'y penser. » « Mais il doit être amical, le rassura Clayton, car il a rendu ta lettre, et il n'a rien fait pour te nuire. Et à moins que je ne me trompe, il a laissé un témoignage très concret de son amitié devant la porte de la cabane cette nuit, car en sortant, je viens de trouver la carcasse d'un sanglier. » Dès lors, pas un jour ne passa sans qu'un présent de gibier ou d'autres vivres ne soit déposé devant la cabane. Parfois c'était un jeune cerf, d'autres fois une quantité de nourriture étrange et cuite, des galettes de manioc dérobées au village de Hambanga, ou encore un sanglier, un léopard, et une fois même un lion. Tarzan éprouvait un immense plaisir à chasser pour ces étrangers. Il lui semblait qu'aucun bonheur sur terre ne pouvait égaler celui de travailler pour le bien-être et la protection de la belle jeune fille blanche. Un jour, il s'aventurerait dans le camp en plein jour et communiquerait avec ses gens grâce aux petits signes noirs qu'il connaissait aussi bien que lui. Mais il lui était difficile de surmonter la timidité de la créature sauvage qu'il était, et ainsi les jours passèrent sans qu'il ne parvienne à réaliser son projet. Les membres du camp, enhardis par l'habitude, s'aventuraient de plus en plus loin dans la jungle à la recherche de fruits et de noix. Pas un jour ne passait sans que le professeur Porter, perdu dans ses pensées, ne s'égare et frôle la mort. M. Philander, qui n'avait jamais été d'une grande robustesse, était réduit à l'ombre de lui-même, épuisé par le souci incessant et la tension mentale que lui causaient ses efforts herculiens pour protéger le professeur. Un mois s'écoula. Tarzan avait finalement décidé de visiter le camp en plein jour. C'était le début de l'après-midi. Clayton s'était rendu à l'entrée du port pour guetter les navires de passage. Là, il entretenait un grand tas de bois empilé, prêt à être enflammé en guise de signal au moindre signe d'un vapeur ou d'une voile à l'horizon lointain. Le professeur Porter se promenait le long de la plage, au sud du camp, avec M. Philander sur ses talons, qui le suppliait de rebrousser chemin avant qu'ils ne deviennent à nouveau les proies d'une bête sauvage. Les autres parties, Jane et Esmeralda, s'étaient aventurées dans la jungle pour cueillir des fruits et, sans s'en rendre compte, s'étaient éloignées toujours plus de la cabane. Tarzan attendait en silence devant la porte de la petite maison, guettant leur retour. Ses pensées étaient tournées vers la belle jeune fille blanche. Elle l'était toujours désormais. Il se demandait si elle aurait peur de lui, et cette idée faillit bien le faire renoncer à son projet. Il devenait rapidement impatient de son retour, afin de pouvoir festoyer ses yeux en la contemplant, être près d'elle, peut-être la toucher. L'homme-singe ne connaissait aucun dieu, mais il était aussi proche d'adorer sa divinité qu'un homme mortel puisse l'être. Pendant qu'il attendait, il passa le temps à imprimer un message pour elle. S'il avait l'intention de le lui donner, il ne l'aurait jamais su lui-même, mais il prenait un plaisir infini à voir ses pensées exprimées par écrit, ce en quoi il n'était pas si sauvage après tout. Il écrivit « Je suis Tarzan des singes. Je te veux. Je suis à toi. Tu es à moi. Nous vivrons ici ensemble pour toujours, dans ma maison. Je t'apporterai les meilleurs fruits, les daims les plus tendres, les viandes les plus exquises de la jungle. Je chasserai pour toi. Je suis le plus grand des combattants de la jungle. Je combattrai pour toi. Je suis le plus puissant des guerriers de la jungle. Tu es Jane Porter. Je l'ai vu dans ta lettre. Quand tu verras ceci, tu sauras que c'est pour toi et que Tarzan des singes t'aime. » Alors qu'il se tenait droit comme un jeune Indien devant la porte, attendant après avoir terminé son message, ses oreilles fines perçurent un bruit familier. C'était le passage d'un grand singe dans les basses branches de la forêt. Un instant, il écouta attentivement, puis, soudain, un cri déchirant de femme retentit dans la jungle. Tarzan des singes laissa tomber sa première lettre d'amour sur le sol, s'élançant dans la forêt telle une panthère. Clayton entendit aussi le cri, ainsi que le professeur Porter et M. Philander,
et en quelques minutes, ils accoururent en haletant jusqu'à la cabane, échangeant une volée de questions affolées. Un seul regard à l'intérieur confirma leurs pires craintes. Jane et Esmeralda n'étaient plus là. Sans hésiter, Clayton, suivi des deux vieillards, se précipita dans la jungle, appelant le nom de la jeune fille à haute voix. Pendant une demi-heure, ils avancèrent à tâtons, jusqu'à ce que Clayton, par un pur hasard, tombe sur le corps inerte d'Esmeralda. Il s'arrêta à ses côtés, cherchant son pouls, puis écoutant les battements de son cœur. Elle vivait. Il la secoua. « Esmeralda !» cria-t-il à son oreille. « Esmeralda ! Pour l'amour de Dieu ! Où est Miss Porter ? Que s'est-il passé ? Esmeralda !» Lentement, Esmeralda ouvrit les yeux. Elle vit Clayton. Elle vit la jungle autour d'elle. « Oh, Gaberelle !» s'écria-t-elle avant de s'évanouir à nouveau. À ce moment-là, le professeur Porter et M. Philander les avaient rejoints. « Que devons-nous faire, monsieur Clayton ?» demanda le vieux professeur. « Où devons-nous chercher ? Dieu ne pourrait pas être aussi cruel pour m'enlever ma petite fille maintenant. »« Il faut réveiller Esmeralda d'abord, » répondit Clayton. « Elle peut nous dire ce qui s'est passé. »« Esmeralda !» cria-t-il à nouveau, la secouant rudement par l'épaule. « Oh, Gaberelle, je veux mourir !» s'écria la pauvre femme, les yeux toujours fermés. « Laissez-moi mourir, Seigneur. Ne me laissez pas revoir ce visage effroyable. »« Allons, allons, Esmeralda !» protesta Clayton. « Le Seigneur n'est pas ici, c'est Monsieur Clayton. Ouvre les yeux !» Esmeralda obéit. « Oh, Gaberelle, merci, Seigneur, dit-elle. »« Où est Miss Porter ? Que s'est-il passé ?» interrogea Clayton. « Mademoiselle Jane n'est pas ici, s'écria Esmeralda, en se redressant avec une vivacité étonnante pour quelqu'un de sa corpulence. « Oh, Seigneur, maintenant je me souviens, il l'a emportée, c'est certain. » Et la femme éclata en sanglots et en lamentations. « Qui l'a emportée ?» s'écria le professeur Porter. « Un géant énorme, entièrement couvert de poils. »« Un gorille, Esmeralda ?» demanda M. Philander. Et les trois hommes ne soufflèrent presque plus en exprimant cette pensée horrible. « Je pensais que c'était le diable, mais je suppose que ce devait être l'un de ces gorilles. Oh, pauvre bébé, mon pauvre petit chéri !» Et encore une fois, Esmeralda éclata en sanglots incontrôlables. Clayton se mit immédiatement à chercher des traces, mais il ne trouva rien, à part une profusion d'herbes piétinées dans les environs immédiats, et son habileté en matière de traque était trop faible pour déchiffrer ce qu'il voyait. Le reste de la journée, ils cherchaient à travers la jungle, mais à mesure que la nuit tombait, ils furent forcés d'abandonner dans le désespoir et le découragement, car ils ne savaient même pas dans quelle direction la créature avait emporté Jane. Il était bien tard dans la nuit lorsqu'ils atteignirent enfin la cabane, et ce fut un groupe triste et accablé de chagrin qui s'assit en silence dans la petite structure. Le professeur Porter rompit finalement le silence. Sa voix n'était plus celle du pédant érudit théorisant sur l'abstrait et l'inconnaissable, mais celle de l'homme d'action, déterminé mais aussi teinté d'une note de désespoir indescriptible et de douleur qui fit naître une douleur correspondante dans le cœur de Clayton. « Je vais me coucher maintenant, » dit le vieux professeur, « et essayer de dormir. Demain matin, dès qu'il fera jour, je prendrai ce que je peux porter comme nourriture et je continuerai la recherche jusqu'à ce que j'aie trouvé Jane. Je ne reviendrai pas sans elle. » Ses compagnons ne répondirent pas immédiatement. Chacun était plongé dans ses propres pensées tristes, et chacun savait, tout comme le vieux professeur, ce que signifiaient les dernières paroles. Le professeur Porter ne reviendrait jamais de la jungle. Enfin, Clayton se leva et posa sa main doucement sur l'épaule courbée du professeur Porter. « Je viendrai avec vous, bien sûr, dit-il. »« Je savais que tu offrirais, que tu voudrais venir, monsieur Clayton. Mais tu ne dois pas. Jane est au-delà de l'aide humaine maintenant. Ce qui était autrefois ma chère petite fille ne doit pas être laissée seule et sans amis dans cette jungle épouvantable. Les mêmes vignes et les mêmes feuilles nous couvriront, les mêmes pluies nous frapperont, et quand l'esprit de sa mère errera, il nous trouvera ensemble dans la mort, comme il nous a toujours trouvés dans la vie. Non, c'est moi seul qui puis y aller, car elle était ma fille.
tout ce qui me restait sur terre pour aimer. « Je viendrai avec vous, dit simplement Clayton. Le vieux professeur leva les yeux, scrutant intensément le visage fort et beau de William Cecil Clayton. Peut-être y eut-il l'amour qui se cachait dans le cœur sous-jacent, l'amour pour sa fille. Il avait été trop absorbé par ses pensées érudites par le passé pour prêter attention aux petites occurrences, aux paroles fortuites qui auraient indiqué à un homme plus pratique que ces jeunes gens se rapprochaient de plus en plus. Maintenant, ces détails lui revenaient un par un. « Comme tu voudras, dit-il. « Tu peux compter sur moi aussi, dit M. Philander. « Non, mon cher vieux ami, dit le professeur Porter, nous ne pouvons pas tous partir. Il serait cruellement mal de laisser pauvre Esmeralda ici seule, et 3 d'entre nous n'auraient pas plus de succès qu'un. Il y a déjà assez de choses mortes dans cette forêt cruelle. Venez, essayons de dormir un peu. » Chapitre 19. L'appel du primitif. Depuis que Tarzan avait quitté la tribu des grands anthropoïdes qui l'avaient élevé, celle-ci était déchirée par des luttes et des discordes incessantes. Terkoz s'était révélé un roi cruel et capricieux, si bien que, un à un, de nombreux singes plus âgés et plus faibles, sur lesquels il avait particulièrement tendance à déchaîner sa brutalité, emmenèrent leurs familles pour chercher la tranquillité et la sécurité dans les profondeurs de la forêt. Mais, finalement, ceux qui étaient restés furent poussés au désespoir par l'attitude belliqueuse et constante de Terkoz. Il advint alors que l'un d'eux se souvint de l'avertissement donné par Tarzan avant son départ. « Si vous avez un chef cruel, ne faites pas comme les autres singes, en essayant, chacun de votre côté, de vous mesurer seul à lui. Au lieu de cela, attaquez-le à 2, 3 ou 4 ensemble. Ainsi, si vous agissez de la sorte, aucun chef n'osera être autre que ce qu'il doit être, car à 4, vous pouvez tuer n'importe quel chef qui pourrait vous dominer. » Et le singe, qui se souvenait de ce sage conseil, le répéta à plusieurs de ses compagnons, si bien que, lorsque Terkoz revint parmi la tribu ce jour-là, il trouva un accueil des plus hostiles. Il n'y eut aucune formalité. Dès que Terkoz atteignit le groupe, 5 énormes bêtes velues bondirent sur lui. Au fond de lui, c'était un lâche, comme c'est souvent le cas des tyrans, tant chez les singes que chez les hommes. Ainsi, au lieu de rester combattre et mourir, il se dégagea aussi vite qu'il le put et s'enfuit sous l'abri des branches de la forêt. Il tenta par 2 fois encore de réintégrer la tribu, mais chaque fois, il fut attaqué et chassé. Finalement, il abandonna et, écumant de rage et de haine, il s'enfonça dans la jungle. Pendant plusieurs jours, il erra sans but, ruminant sa rancune et cherchant quelque créature faible sur laquelle déchaîner sa colère accumulée. C'est dans cet état d'esprit que la terrible créature simiesque, bondissant d'arbre en arbre, tomba soudain sur 2 femmes dans la jungle. Il se trouvait juste au-dessus d'elles lorsqu'il les aperçut. Le premier signe de sa présence, que Jane Porter perçut, fut le moment où l'énorme corps velu atterrit brusquement à ses côtés, et où elle vit le visage hideux et la bouche grondante s'approcher à moins d'1 pied d'elle. Un cri perçant s'échappa de ses lèvres alors que la main brutale agrippait son bras. Puis elle fut traînée vers ses affreuses mâchoires qui s'ouvraient à sa gorge. Mais avant qu'elle ne touche cette peau si délicate, une autre impulsion s'empara de l'anthropoïde. La tribu avait gardé ses femelles. Il devait en trouver d'autres pour les remplacer. Ce singe blanc et son poil seraient la première de son nouveau harem. Il la jeta donc brutalement sur ses larges épaules velues et bondit de nouveau dans les arbres, emportant Jane avec lui. Le cri de terreur d'Esmeralda s'était mêlé une fois à celui de Jane, puis, comme c'était son habitude dans les situations d'urgence, nécessitant du sang-froid, elle s'évanouit.
Mais Jane ne perdit pas connaissance un seul instant. Certes, ce visage hideux, si proche du sien, et l'odeur fétide de son haleine, la frappant en plein fouet, la paralysait de terreur. Mais son esprit restait lucide et elle comprenait tout ce qui se passait. Avec une rapidité qui lui sembla prodigieuse, la bête l'emporta à travers la forêt, mais elle ne cria ni ne se débattit. L'apparition soudaine de l'anthropoïde l'avait tant bouleversée qu'elle croyait qu'il la transportait vers la plage. Pour cette raison, elle économisa ses forces et sa voix jusqu'au moment où elle pourrait voir qu'ils étaient assez proches du camp pour attirer l'aide qu'elle espérait. Elle ne pouvait le savoir, mais elle était en réalité emportée de plus en plus profondément dans l'impénétrable jungle. Le cri qui avait fait accourir Clayton et les deux hommes plus âgés à travers les broussailles avait conduit Tarzan des singes droit jusqu'à l'endroit où gisait Esmeralda. Mais ce n'était pas elle qui captivait son intérêt, bien que, s'arrêtant un instant au-dessus d'elle, il constata qu'elle était indemne. Durant un instant, il scruta le sol en contrebas et les arbres au-dessus, jusqu'à ce que l'âme de la bête, acquise par l'entraînement et l'habitude, combinée à l'intelligence qui lui revenait de droit par sa naissance, ne lui raconte toute l'histoire aussi clairement que s'il l'avait vue de ses propres yeux. Puis, il disparut de nouveau dans les arbres mouvants, suivant la piste aérienne qu'aucun autre œil humain n'aurait pu détecter, et encore moins interpréter. Aux extrémités des branches, là où l'anthropoïde se balance d'un arbre à l'autre, les marques sont les plus visibles, mais elles n'indiquent que rarement la direction de la proie, car là, la pression est toujours orientée vers l'extrémité effilée de la branche, qu'il quitte ou qu'il y pénètre. Plus près du centre de l'arbre, où les signes de passage sont plus discrets, la direction est nettement marquée. Ici, sur cette branche, une chenille a été écrasée par le grand pied du fugitif, et Tarzan sait instinctivement où ce pied se posera à la foulée suivante. Là, il cherche une minuscule particule de larve écrasée, parfois rien de plus qu'une trace d'humidité. Un peu plus loin, un éclat d'écorce a été soulevé par une main raclant le bois, et la direction de la cassure révèle la route suivie. Ou bien encore, une grosse branche ou le tronc même de l'arbre a été frôlé par le corps velu du fuyard, et un infime fragment de poil, coincé sous l'écorce, indique à Tarzan qu'il est sur la bonne piste. Et il n'a pas besoin de ralentir pour percevoir ces indices apparemment infimes du passage de la bête en fuite. Pour lui, ces traces se détachent nettement parmi la multitude d'autres marques, blessures et signes laissés dans la frondaison. Mais plus que tout, c'est l'odeur qui le guide, car Tarzan poursuit en remontant le vent, et ses narines entraînées sont aussi sensibles que celles d'un limier. Il en est qui croient que les espèces inférieures sont spécialement dotées par la nature d'un odorat plus développé que celui de l'homme, mais ce n'est qu'une question d'évolution. La survie de l'homme ne dépend pas autant de la perfection de ses sens. Son aptitude à raisonner l'a dispensé de nombreux besoins sensoriels, si bien que certains de ses sens se sont atrophiés, tout comme les muscles qui font bouger les oreilles et le cuir chevelu, simplement par manque d'usage. Ces muscles existent encore, autour des oreilles et sous le cuir chevelu, tout comme les nerfs qui transmettent les sensations au cerveau, mais ils sont sous-développés parce qu'ils ne sont plus nécessaires. Il n'en allait pas de même pour Tarzan des singes. Dès sa plus tendre enfance, sa survie avait dépendu bien plus de l'acuité de sa vue, de son ouïe, de son odorat, de son toucher et de son goût que du développement plus lent de son esprit logique. Le sens le moins développé chez lui était le goût, car il pouvait manger avec autant de satisfaction des fruits succulents que de la chair crue, même longtemps enterrée. Mais en cela,
Il ne différait que très peu des gourmets les plus raffinés de la civilisation. Presque silencieusement, l'homme-singe filait sur la piste de Terkoz et de sa proie, mais le bruit de son approche parvint aux oreilles de la bête en fuite et l'incita à accélérer encore sa course. 3 miles furent parcourus avant que Tarzan ne les rattrape, et alors Terkoz, voyant qu'il ne pourrait s'échapper davantage, se laissa tomber au sol dans une petite clairière dégagée, afin de faire face et se battre pour son butin, ou de pouvoir fuir plus librement s'il constatait que son poursuivant était trop fort pour lui. Il tenait toujours Jane dans l'un de ses puissants bras lorsqu'un bond félin projeta Tarzan dans l'arène que la nature avait façonnée pour ce combat primitif. En apercevant son poursuivant, Terkoz comprit aussitôt qu'il s'agissait de Tarzan, et il en conclut que cette femme devait être la sienne, puisqu'ils étaient de la même espèce, blancs et sans poils. Il se réjouit alors de cette occasion de se venger doublement de son ennemi détesté. Pour Jane, l'apparition soudaine de cet homme, à l'allure divine, fut comme une bouffée de vie pour ses nerfs épuisés. D'après les descriptions que Clayton, son père et M. Philander lui avaient données, elle sut qu'il ne pouvait s'agir que de la créature merveilleuse qui les avait sauvés. Et elle ne vit en lui qu'un protecteur et un ami. Mais lorsque Terkoz la repoussa brutalement pour faire face à Tarzan et qu'elle vit l'énorme carrure de l'anthropoïde, ses muscles redoutables et ses crocs menaçants, son cœur se serra. Comment un homme pourrait-il vaincre un tel adversaire? Comme 2 taureaux en charge, ils se jetèrent l'un contre l'autre, et comme 2 loups, ils cherchèrent à s'égorger. Au long croc du singe était opposée la fine lame du couteau de l'homme. Jane, son jeune corps souple plaqué contre le tronc d'un grand arbre, ses mains pressées sur sa poitrine haletante, ses yeux grands ouverts mêlant horreur, fascination, peur et admiration, observait la lutte du singe primordial contre l'homme primitif pour la possession d'une femme, pour elle. À mesure que les muscles puissants du dos et des épaules de l'homme se tendaient sous l'effort, que ses énormes biceps et avant-bras repoussaient les terribles crocs, le voile de siècles de civilisation et de culture se déchira devant les yeux troublés de la jeune fille de Baltimore. Lorsque la longue lame s'abreuva à 12 reprises du sang du cœur de Terkoz et que l'énorme carcasse s'effondra sans vie sur le sol, ce fut une femme primitive qui s'élança, les bras tendus, vers l'homme primitif qui avait combattu pour elle et l'avait conquise. Et Tarzan? Il fit ce qu'aucun homme au sang ardent n'a besoin d'apprendre. Il prit sa femme dans ses bras et couvrit de baisers ses lèvres entr'ouvertes et haletantes. Un instant, Jane resta là, les paupières mi-closes. Un instant, le premier de sa jeune vie, elle comprit la signification de l'amour. Mais aussi soudainement que le voile s'était levé, il retomba, et une conscience révoltée empourpra son visage d'un rouge brûlant. Honteuse, elle repoussa violemment Tarzan des singes et enfouit son visage dans ses mains. Tarzan fut surpris. Il avait trouvé cette jeune fille, qu'il avait appris à aimer d'une manière vague et abstraite, prisonnière, volontaire de ses bras. À présent, il s'étonnait qu'elle le repousse. Il s'approcha de nouveau et lui saisit le bras. Elle se retourna contre lui comme une tigresse, frappant sa large poitrine de ses petites mains. Tarzan ne comprenait pas. Un instant plus tôt, il avait eu l'intention de ramener Jane auprès des siens, mais ce bref instant s'était perdu dans le lointain passé des choses qui furent mais ne seront plus jamais. Avec lui, ses bonnes intentions s'étaient envolées vers l'impossible. Depuis, Tarzan des singes avait senti contre lui un corps chaud et souple, un souffle brûlant et sucré caressant sa joue et ses lèvres. Une nouvelle flamme s'était allumée dans son cœur, et des lèvres parfaites s'étaient agrippées aux siennes en baisers ardents qui avaient gravé une marque indélébile dans son âme, une marque qui avait fait naître un nouveau Tarzan. De nouveau, il posa la main sur son bras. De nouveau, elle le repoussa.
Alors Tarzan des singes fit exactement ce que son premier ancêtre aurait fait. Il prit sa femme dans ses bras et l'emporta dans la jungle. Tôt le matin suivant, les 4 occupants de la petite cabane près de la plage furent réveillés par le grondement d'un coup de canon. Clayton fut le premier à se précipiter dehors, et au-delà de l'entrée du port, il aperçut 2 navires à l'ancre. L'un était l'Arrow, et l'autre un petit croiseur français. Les flancs de ce dernier étaient bondés d'hommes regardant vers le rivage, et il était évident pour Clayton, comme pour les autres qui l'avaient rejoint, que le coup de canon qu'ils avaient entendu avait été tiré pour attirer leur attention, s'ils se trouvaient encore dans la cabane. Les 2 navires étaient à une distance considérable du rivage, et il était peu probable que leur longue vue repère les chapeaux agités du petit groupe, perdu entre les promontoires du port. Esmeralda avait retiré son tablier rouge et le brandissait frénétiquement au-dessus de sa tête. Mais Clayton, craignant que même ce signal ne soit pas remarqué, se précipita vers la pointe nord où son bûcher de signalisation était prêt à être enflammé. Le temps lui sembla une éternité, comme pour ceux qui attendaient derrière lui, le souffle suspendu, tandis qu'il atteignait l'énorme amas de branches sèches et de broussailles. Lorsqu'il émergea enfin du bois dense et revit les navires, son cœur se serra de consternation. L'Arrow mettait les voiles, et le croiseur était déjà en route. Allumant rapidement le bûcher à plusieurs endroits, il courut jusqu'à l'extrême pointe du promontoire, où il arracha sa chemise, l'attacha à une branche tombée et se mit à l'agiter vigoureusement au-dessus de sa tête. Mais les navires continuaient à s'éloigner, et il avait perdu tout espoir lorsqu'une immense colonne de fumée, s'élevant au-dessus de la forêt en un dense panache vertical, attira l'attention d'un vigie à côté du croiseur. Aussitôt, une douzaine de longues-vues se braquèrent sur la plage. Bientôt, Clayton vit les 2 navires faire demi-tour. Tandis que l'Arrow dérivait paisiblement sur l'océan, le croiseur revint lentement vers le rivage. À une certaine distance, il s'arrêta. Une embarcation fut mise à l'eau et envoyée vers la plage. Lorsqu'elle accosta, un jeune officier en descendit. « Monsieur Clayton, je présume, » demanda-t-il. « Dieu soit loué, vous êtes là !» s'exclama Clayton. « Et peut-être n'est-il pas encore trop tard ?» « Que voulez-vous dire, monsieur ?» interrogea l'officier. Clayton raconta l'enlèvement de Jane Porter et la nécessité d'envoyer des hommes armés à sa recherche. « Oh, mon Dieu !» s'exclama l'officier, le visage sombre. « Hier, il n'aurait pas été trop tard. Aujourd'hui, il vaudrait bien mieux que la pauvre dame ne soit jamais retrouvée. C'est horrible, monsieur, trop horrible !» D'autres embarcations avaient été mises à l'eau depuis le croiseur. Et Clayton, après avoir indiqué à l'officier l'entrée du port, monta avec lui à bord de la barque, dont la proue se tourna vers la petite baie enclavée, bientôt suivie par les autres. Peu après, toute l'équipe débarquait, là où se tenait le professeur Porter, M. Philander et une Esmeralda en larmes. Parmi les officiers des dernières embarcations quittant le croiseur se trouvait le commandant du navire. Lorsqu'il eut entendu le récit de l'enlèvement de Jane, il lança généreusement un appel à volontaires pour accompagner le professeur Porter et Clayton dans leurs recherches. Pas un seul homme parmi ces braves et compatissants Français ne manqua de se porter immédiatement volontaire. Le commandant sélectionna 20 hommes et 2 officiers, le lieutenant Darnaud et le lieutenant Charpentier. Une barque fut envoyée au croiseur pour rapporter des vivres, des munitions et des carabines. Les hommes étaient déjà armés de revolvers. En réponse aux questions de Clayton sur les circonstances qui avaient conduit le croiseur à jeter l'ancre au large et à tirer un coup de canon, le commandant, le capitaine Dufresne, expliqua qu'un mois auparavant, ils avaient aperçu l'Arrow filant vers le sud-ouest sous une voilure importante. Lorsqu'il lui avait signalé d'abattre, elle n'avait fait que charger encore plus de toile. Il l'avait poursuivie jusqu'au coucher du soleil, lui tirant plusieurs coups de semonce, mais au matin, elle avait disparu. Ils avaient alors longuement patrouillé le long de la côte, oubliant peu à peu cet incident. Mais, quelques jours plus tard, au petit matin, la vigie avait signalé un navire en détresse,
ballottés dans le creux d'une mer démontée, apparemment hors de tout contrôle. À mesure qu'ils approchaient de l'épave, ils furent surpris de reconnaître le même navire qui avait fui devant eux quelques semaines plus tôt. Son tringuette et sa brigantine arrière étaient établis, comme si l'on avait tenté de le maintenir face au vent. Mais les écoutes avaient cédé, et les voiles se déchiraient sous l'assaut de la tempête. Dans cette mer démontée, aborder l'Arrow représentait un défi périlleux. Aucun signe de vie n'était visible sur le pont. Aussi décidèrent-ils d'attendre une accalmie. Mais, soudain, une silhouette apparut, agrippée au bastingage, agitant faiblement un signal de détresse désespérée. Aussitôt, une chaloupe fut mise à l'eau, et une équipe parvint avec succès à monter à bord. Le spectacle qui s'offrit alors aux Français fut d'une horreur indicible. Une douzaine d'hommes, morts ou mourants, roulaient çà et là sur le pont battu par les flots, les vivants mêlés aux cadavres. Deux des corps semblaient avoir été partiellement dévorés, comme par des loups affamés. L'équipage de prise remit rapidement le navire sous voilure et transporta les survivants dans les hamacs à l'abri sous le pont. Quant aux morts, ils furent enveloppés dans des bâches et alignés sur le pont, afin d'être identifiés par leurs compagnons avant leur inhumation en mer. Aucun des rescapés n'était conscient lorsque les Français montèrent à bord. Même le malheureux, qui avait agité un ultime signal d'appel, avait sombré dans l'inconscience avant de savoir s'il avait été aperçu ou non. Il ne fallut pas longtemps à l'officier français pour comprendre la cause de cette tragédie. En cherchant de l'eau et du brandy pour animer les marins, il découvrit que le navire n'avait plus ni eau potable, ni nourriture d'aucune sorte. Il envoya immédiatement un signal aux croiseurs pour réclamer eau, médicaments et provisions, et une autre embarcation se lança dans la périlleuse traversée jusqu'à l'Arrow. Lorsque les premiers soins furent administrés, plusieurs hommes reprirent connaissance, et l'histoire complète put enfin être reconstituée. Nous connaissons déjà la première partie, le départ de l'Arrow après le meurtre de Snipes et l'enterrement de son corps au-dessus du coffre au trésor. Il semble que la poursuite menée par le croiseur ait tellement terrorisé les mutins qu'ils avaient continué leur route à travers l'Atlantique pendant plusieurs jours après l'avoir semé. Mais en découvrant la maigre quantité d'eau et de provisions à bord, ils avaient fait demi-tour vers l'est. N'ayant personne parmi eux qui sût naviguer, des discussions éclatèrent bientôt quant à leur position. Après 3 jours de navigation vers l'est, sans apercevoir la moindre terre, ils obliquèrent vers le nord, craignant que les vents forts du nord, qui avaient soufflé, ne les eussent poussés au sud de l'extrémité méridionale de l'Afrique. Ils maintinrent un cap nord-est-est pendant 2 jours, avant d'être pris dans une calme plat qui dura près d'une semaine. Leur réserve d'eau s'épuisa, et 1 jour plus tard, il ne leur resta plus aucune nourriture. La situation se dégrada rapidement, passant du mauvais au tragique. Un homme perdit la raison et se jeta à la mer. Un autre s'ouvrit les veines pour boire son propre sang. Lorsqu'il mourut, ils le jetèrent aussi par-dessus bord, bien que certains parmi eux voulussent conserver son cadavre. La faim les transformait peu à peu de bêtes humaines en bêtes sauvages. 2 jours avant leur sauvetage par le croiseur, ils étaient devenus trop faibles pour manœuvrer le navire. Ce même jour, 3 hommes périrent. Au matin suivant, on découvrit que l'un des cadavres avait été partiellement dévoré. Tout le jour durant, les survivants se jaugèrent du regard comme des bêtes prêtes à bondir sur leur proie. Et le matin suivant, 2 autres cadavres avaient été presque entièrement dépouillés de leur chair. Mais ce festin macabre n'avait que peu renforcé leur vigueur, car c'était surtout le manque d'eau qui les torturait. Puis, enfin, le croiseur était apparu. Lorsque ceux qui pouvaient encore parler eurent recouvré suffisamment leurs forces, ils racontèrent leur terrible odyssée au commandant français. Mais, trop ignorants pour indiquer précisément l'endroit où le professeur et son groupe avaient été abandonnés, ils ne purent lui fournir qu'une vague indication. Aussi, le croiseur avait-il longé la côte à faible allure, balayant chaque portion de la plage avec des jumelles et tirant de temps à autre
des coups de canon pour signaler sa présence. Il avait jeté l'ancre chaque nuit afin de ne manquer aucun détail du rivage, et le hasard avait voulu que la veille au soir, il se trouvât justement en face de la plage où se trouvait le petit camp qu'il cherchait. Les coups de canon de l'après-midi précédent n'avaient sans doute pas été entendus par ceux qui se trouvaient à terre, probablement parce qu'ils étaient alors en pleine jungle, fouillant les broussailles à la recherche de Jane Porter. Le bruit de leur propre progression à travers l'épaisse végétation avait sans doute couvert la détonation des canons lointains. Lorsque les deux groupes eurent échangé le récit de leur aventure respective, la barque du croiseur revint avec des vivres et des armes pour l'expédition. Quelques minutes plus tard, le petit détachement de marins, accompagné des deux officiers français, du professeur Porter et de Clayton, se mit en marche. Chapitre 20 – Hérédité. Lorsque Jane réalisa qu'elle était emportée captive par l'étrange créature de la forêt qui l'avait sauvée des griffes du singe, elle lutta désespérément pour s'échapper. Mais les bras puissants qui la tenaient aussi aisément que si elle n'avait été qu'un nouveau-né ne firent que se resserrer légèrement. Aussi finit-elle par abandonner cette lutte futile et resta-t-elle immobile, observant à travers ses paupières mi-closes le visage de l'homme qui avançait d'un pas aisé à travers l'épaisse végétation enchevêtrée, la portant avec lui. Le visage au-dessus d'elle était d'une beauté extraordinaire. Un parfait modèle de virilité, non altéré par la débauche, ni par des passions brutales ou avilissantes. Car, bien que Tarzan des singes fût un tueur d'hommes et de bêtes, il tuait comme le chasseur tue, sans passion, sauf lors de rares occasions où il avait tué par haine. Mais non pas cette haine sourde et malveillante qui marque le visage de son empreinte hideuse. Lorsque Tarzan tuait, il souriait plus souvent qu'il ne fronçait les sourcils, et le sourire est le fondement de la beauté. Une chose avait particulièrement frappé la jeune fille lorsqu'elle avait vu Tarzan se précipiter sur Terre-Cause, la vive bande écarlate sur son front, au-dessus de l'œil gauche, jusqu'au cuir chevelu. Mais à présent, alors qu'elle scrutait ses traits, elle remarqua qu'elle avait disparu, et qu'une fine ligne blanche marquait seulement l'endroit où elle avait été. Comme elle restait plus calme dans ses bras, Tarzan relâcha légèrement son étreinte. À un moment, il baissa les yeux vers elle et lui sourit, et la jeune fille dut fermer les siens pour chasser la vision de ce visage séduisant et charmant. Bientôt, Tarzan s'élança dans les arbres, et Jane, étonnée de ne ressentir aucune peur, commença à réaliser que, sous bien des aspects, elle ne s'était jamais sentie plus en sécurité de toute sa vie que maintenant, alors qu'elle reposait dans les bras de cette créature forte et sauvage, emportée Dieu seul savait où, vers quel destin, toujours plus profondément dans l'impénétrable étendue de la forêt vierge. Quand, les yeux clos, elle se mit à spéculer sur l'avenir et que son imagination vive éveilla en elle des craintes terrifiantes, il lui suffisait d'ouvrir les paupières et de contempler ce noble visage, si proche du sien, pour dissiper jusqu'à la dernière once d'appréhension. Non, il ne pourrait jamais lui faire de mal. Elle en était convaincue en traduisant ses traits harmonieux et ses yeux francs et courageux par la chevalerie qu'il proclamait. Encore et encore, ils avançaient à travers ce qui semblait à Jane une masse compacte de verdure, et pourtant, devant ce dieu de la forêt, un passage s'ouvrait comme par magie, se refermant derrière eux après leur passage. À peine une branche l'effleurait-elle, et pourtant, en haut comme en bas, devant comme derrière, la vue n'offrait qu'un enchevêtrement inextricable de branches et de lianes. Tandis que Tarzan poursuivait sa route d'un pas régulier, son esprit,
était occupé par de nombreuses pensées étranges et nouvelles. Il se trouvait face à un problème auquel il n'avait jamais été confronté auparavant, et il sentait plutôt qu'il devait raisonner en homme et non en singe. Le libre mouvement à travers la terrasse du milieu, qui était la route qu'il avait suivie en grande partie, avait contribué à apaiser l'ardeur de la première passion fougueuse de son amour nouvellement découvert. À présent, il se surprenait à spéculer sur le sort qui aurait été réservé à la jeune fille s'il ne l'avait pas sauvée de Terkoz. Il savait pourquoi le singe ne l'avait pas tuée, et il se mit à comparer ses propres intentions avec celles de Terkoz. Certes, c'était la loi de la jungle, que le mâle prenne sa compagne par la force. Mais Tarzan pouvait-il se laisser guider par les lois des bêtes? Tarzan n'était-il pas un homme? Mais que faisaient les hommes? Il était perplexe, car il ne savait pas. Il aurait voulu pouvoir interroger la jeune fille, puis il lui revint à l'esprit qu'elle lui avait déjà répondu par la lutte vaine qu'elle avait opposée pour s'échapper et le repousser. Mais à présent, ils étaient arrivés à destination, et Tarzan des singes, portant Jane dans ses bras puissants, atterrit légèrement sur le gazon de l'arène où les grands singes tenaient leur conseil et dansaient l'orgie sauvage du Doum-Doum. Bien qu'ils eussent parcouru de nombreux miles, il n'était encore que le milieu de l'après-midi, et l'amphithéâtre baignait dans la demi-lumière filtrant à travers le dédale du feuillage environnant. L'herbe verte paraissait douce, fraîche et accueillante. Les mille bruits de la jungle semblaient lointains et réduits en un simple écho et son indistinct, montant et descendant comme le ressac sur un rivage reculé. Un sentiment de paix rêveuse s'empara de Jane lorsqu'elle s'affaissa sur l'herbe, là où Tarzan l'avait déposée, et lorsqu'elle leva les yeux vers sa haute silhouette dominant au-dessus d'elle, une étrange sensation de sécurité absolue s'y ajouta. Alors qu'elle l'observait sous ses paupières mi-closes, Tarzan traversa la petite clairière circulaire en direction des arbres de l'autre côté. Elle remarqua la majesté gracieuse de sa démarche, la parfaite symétrie de son corps magnifique et l'élégance de sa tête bien proportionnée sur ses larges épaules. Quelle créature parfaite! Il ne pouvait y avoir ni cruauté ni bassesse sous cet extérieur divin. Jamais, pensa-t-elle, un homme n'avait parcouru la terre depuis que Dieu avait créé le premier à son image. D'un bond, Tarzan s'élança dans les arbres et disparut. Jane se demanda où il était allé. L'avait-il abandonné à son sort dans la jungle solitaire? Elle jeta un regard nerveux autour d'elle. Chaque liane et chaque buisson lui semblait être la cachette d'une énorme et horrible bête prête à plonger ses crocs étincelants dans sa chair tendre. Chaque bruit se transformait en son esprit en le glissement furtif d'un corps sinueux et malveillant. Comme tout paraissait différent, maintenant qu'il était parti. Pendant quelques minutes, qui lui semblèrent des heures, la jeune fille terrifiée resta assise, les nerfs tendus, attendant le bond de la créature tapie dans l'ombre qui mettrait fin à son supplice d'appréhension. Elle en vint presque à prier pour que des crocs cruels lui apportent l'inconscience et la délivrance de son agonie de peur. Un bruit soudain et léger derrière elle la fit sursauter. Dans un cri, elle bondit sur ses pieds, prête à faire face à cette fin. Tarzan se tenait là, les bras chargés de fruits mûrs et succulents. Jane chancela et aurait chuté si Tarzan, laissant tomber son fardeau, ne l'avait rattrapé dans ses bras. Elle ne perdit pas connaissance, mais s'agrippa à lui, frémissante et tremblante comme une biche effrayée. Tarzan des singes caressa ses cheveux soyeux et tenta de la réconforter et de l'apaiser, comme Kala l'avait fait pour lui lorsqu'il était enfant singe. Il avait été effrayé par sa mort,
la lionne ou Ishtar, le serpent. Une fois, il effleura légèrement de ses lèvres son front, et elle ne bougea pas, mais ferma les yeux et poussa un soupir. Elle ne pouvait analyser ses sentiments et ne voulait pas essayer. Elle se satisfaisait de la sécurité de ses bras puissants et abandonnait son avenir au destin. Car les dernières heures lui avaient appris à faire confiance à cette étrange créature sauvage de la forêt, comme elle aurait accordé sa confiance à bien peu d'hommes qu'elle connaissait. Alors qu'elle réfléchissait à l'étrangeté de la situation, elle commença à entrevoir une autre vérité qu'elle n'avait jamais réellement connue auparavant, l'amour. Elle s'étonna, puis elle sourit. Et toujours en souriant, elle repoussa doucement Tarzan. Puis, le regardant avec une expression à moitié amusée, à moitié interrogatrice, qui rendait son visage totalement envoûtant, elle désigna les fruits à terre et s'assit sur le bord du tambour de terre des anthropoïdes, car la faim se faisait sentir. Tarzan ramassa rapidement les fruits, les apporta et les déposa à ses pieds. Puis il s'assit à son tour sur le tambour à côté d'elle, et avec son couteau, ouvrit et prépara les divers fruits pour son repas. Ensemble et en silence, ils mangèrent, échangeant parfois des regards furtifs, jusqu'à ce que Jane finisse par éclater de rire, et Tarzan se joignit à elle. « J'aimerais que tu parles anglais, » dit la jeune fille. Tarzan secoua la tête, et une expression de désir mélancolique et pathétique vint assombrir l'éclat rieur de ses yeux. Jane essaya alors de lui parler en français, puis en allemand, mais elle ne put s'empêcher de rire de sa propre initiative maladroite dans cette dernière langue. « Quoi qu'il en soit, lui dit-elle en anglais, tu comprends mon allemand aussi bien qu'il le comprenait à Berlin. » Tarzan avait, depuis longtemps, pris une décision quant à sa conduite future. Il avait eu le temps de se remémorer tout ce qu'il avait lu sur les habitudes des hommes et des femmes dans les livres de la cabane. Il agirait comme il imaginait que les hommes des livres auraient agi s'ils avaient été à sa place. De nouveau, il se leva et partit dans les arbres. Mais il s'efforça d'abord d'expliquer par des gestes qu'il reviendrait bientôt, et il s'y prit si bien que Jane comprit et n'eut pas peur lorsqu'il disparut. Seule une sensation de solitude s'empara d'elle, et elle fixa des yeux le point où il avait disparu, attendant son retour avec impatience. Comme auparavant, elle fut avertie de sa présence par un léger bruit derrière elle, et elle se retourna pour le voir revenir sur le gazon, les bras chargés de branches. Puis il repartit dans la jungle, et reparut quelques minutes plus tard, avec une quantité d'herbes tendres et de fougères. Il fit encore 2 voyages supplémentaires jusqu'à ce qu'il ait rassemblé une pile respectable de matériaux. Ensuite, il étendit les fougères et les herbes sur le sol pour en faire un lit doux et plat, et au-dessus, il disposa de nombreuses branches inclinées de manière à ce qu'elles se rejoignent à quelques pieds du centre. Sur celles-ci, il étala de grandes feuilles d'oreille d'éléphant, puis, avec d'autres branches et encore plus de feuilles, il referma une extrémité du petit abri qu'il venait de construire. Ils s'assirent ensuite de nouveau sur le bord du tambour et tentèrent de converser par signes. Le magnifique médaillon en diamant suspendu au cou de Tarzan avait éveillé beaucoup de curiosité chez Jane. Elle le désigna à présent, et Tarzan le retira et le lui tendit. Elle vit aussitôt qu'il s'agissait de l'œuvre d'un artisan talentueux, que les diamants étaient d'une grande brillance et superbement sertis, mais leur taille indiquait qu'ils appartenaient à une époque révolue. Elle remarqua aussi que le médaillon s'ouvrait, et en pressant sur le fermoir dissimulé, elle vit les 2 moitiés se séparer pour révéler de chaque côté un portrait en ivoire. L'un représentait une femme d'une grande beauté, et l'autre aurait pu être un portrait de l'homme assis à ses côtés. À une subtile différence près dans l'expression,
différence à peine perceptible. Elle leva les yeux vers Tarzan et le trouva penché vers elle, fixant les miniatures avec une expression d'étonnement. Il tendit la main vers le médaillon et le reprit, examinant les portraits avec des signes évidents de surprise et d'intérêt nouveau. Son attitude indiquait clairement qu'il ne les avait jamais vus auparavant, ni même imaginé que le médaillon pouvait s'ouvrir. Ce détail incita Jane à de nouvelles spéculations, et il lui fut difficile d'imaginer comment ce magnifique bijou avait pu se retrouver en possession d'une créature sauvage et primitive des jungles inexplorées d'Afrique. Encore plus surprenant était le fait qu'il renfermait le portrait de quelqu'un qui aurait pu être le frère ou plus probablement le père de ce demi-dieu des bois qui ignorait jusqu'à l'existence du secret de ce médaillon. Tarzan contemplait toujours fixement les deux visages. Puis, il retira le carquois de son épaule, en vida les flèches sur le sol, puis plongea la main dans le fond du sac en forme de besace et en sortit un objet plat enveloppé dans de nombreuses feuilles tendres et attaché avec des brins d'herbe longues. Avec précaution, il le déballa, retirant couche après couche de feuilles jusqu'à ce qu'il tienne enfin une photographie dans sa main. Pointant du doigt la miniature de l'homme dans le médaillon, il tendit la photographie à Jane, tenant le médaillon ouvert à côté. La photographie ne fit qu'embrouiller davantage la jeune fille, car elle représentait manifestement le même homme dont l'image figurait déjà dans le médaillon aux côtés de la belle jeune femme. Tarzan la regardait avec une expression de perplexité dans les yeux, tandis qu'elle levait le regard vers lui. Il semblait vouloir formuler une question. Jane désigna la photographie, puis la miniature, puis lui-même, comme pour indiquer qu'elle pensait que les portraits étaient les siens. Mais il secoua simplement la tête. Puis, haussant ses larges épaules, il reprit la photographie, la replaça soigneusement dans ses feuilles protectrices et la remit au fond de son carquois. Pendant quelques instants, il resta silencieux, les yeux fixés au sol, tandis que Jane tenait le petit médaillon entre ses doigts, le retournant encore et encore dans l'espoir de découvrir un indice supplémentaire sur l'identité de son propriétaire initial. Finalement, une explication simple lui vint à l'esprit. Le médaillon avait appartenu à Lord Greystock et les portraits étaient ceux de lui-même et de Lady Alice. Cette créature sauvage l'avait simplement trouvé dans la cabane près de la plage. Quelle sotte elle avait été de ne pas y avoir pensé plus tôt. Mais expliquer l'étrange ressemblance entre Lord Greystock et ce dieu de la forêt, cela était bien au-delà de sa compréhension. Il n'était pas étonnant qu'elle ne puisse imaginer que cet homme nu et sauvage fût en réalité un noble anglais. Finalement, Tarzan leva les yeux et observa la jeune fille tandis qu'elle examinait le médaillon. Il ne comprenait pas la signification des visages à l'intérieur, mais il pouvait lire l'intérêt et la fascination sur le visage de la jeune femme à ses côtés. Elle remarqua qu'il la regardait et, pensant qu'il souhaitait récupérer son bijou, elle le lui tendit. Il le prit et, saisissant la chaîne des deux mains, il la passa autour de son cou, souriant devant son expression de surprise face à ce cadeau inattendu. Jane secoua vivement la tête et voulut retirer le collier d'or de sa gorge, mais Tarzan ne le permit pas. Lorsqu'elle insista, il lui prit les mains et les serra doucement pour l'en empêcher. Finalement, elle abandonna et, avec un petit rire, porta le médaillon à ses lèvres. Tarzan ne comprit pas exactement ce que cela signifiait, mais il devina qu'il s'agissait d'une manière d'exprimer sa gratitude. Alors, il se leva, prit délicatement le médaillon dans sa main et,
S'inclinant, avec la gravité d'un courtisan d'autrefois, il pressa ses lèvres sur l'endroit où les siennes venaient de se poser. Ce fut un geste noble et galant, accompli avec une grâce et une dignité naturelles, sans la moindre conscience de soi. C'était l'empreinte indélébile de son ascendance aristocratique, le fruit de générations d'éducation raffinée, un instinct héréditaire de courtoisie que toute une vie d'entraînement rude et sauvage n'avait pu effacer. La nuit tombait à présent. Ils mangèrent encore des fruits, qui leur servaient à la fois de nourriture et de boisson, puis Tarzan se leva et conduisit Jane jusqu'au petit abri qu'il avait construit, lui faisant signe d'y entrer. Pour la première fois depuis des heures, une sensation de peur l'envahit, et Tarzan sentit qu'elle se reculait légèrement, comme prise d'un frisson d'appréhension. Le contact avec cette jeune fille, durant cette demi-journée, avait profondément changé Tarzan. Ce n'était pas en une seule transformation soudaine qu'il était devenu un gentleman raffiné, après avoir été un homme singe sauvage. Mais, désormais, les instincts de l'homme civilisé prédominaient. Et par-dessus tout, il désirait plaire à la femme qu'il aimait et se montrer digne à ses yeux. Alors, Tarzan des singes fit la seule chose qu'il connaissait pour assurer Jane de sa sécurité. Il retira son couteau de chasse de son fourreau et le lui tendit, manche en avant, lui faisant un nouveau signe d'entrée dans l'abri. La jeune femme comprit, et prenant la longue lame, elle pénétra dans la petite hutte et s'allongea sur l'herbe moelleuse, tandis que Tarzan des singes s'étendait sur le sol en travers de l'entrée. Et c'est ainsi que le soleil levant les trouva au matin. Quand Jane se réveilla, elle ne se souvint pas immédiatement des événements étranges de la veille et s'étonna de son environnement inhabituel, le petit abri feuillu, l'herbe douce de son lit, le paysage inconnu visible depuis l'ouverture à ses pieds. Peu à peu, les circonstances de sa situation refirent surface dans son esprit. Une immense gratitude envahit alors son cœur, une vague de reconnaissance pour le fait que, bien qu'elle ait été en grand danger, elle en était sortie indemne. Elle se déplaça vers l'entrée de l'abri pour chercher Tarzan. Il avait disparu, mais cette fois, aucune peur ne l'assaillit, car elle savait qu'il reviendrait. Dans l'herbe, à l'entrée de son refuge, elle vit l'empreinte de son corps là où il avait veillé sur elle toute la nuit. Elle comprit que c'était sa présence qui lui avait permis de dormir en toute sécurité. Avec lui à ses côtés, qui pouvait craindre quoi que ce soit? Elle se demanda s'il existait un autre homme sur Terre auprès duquel une femme pouvait se sentir aussi en sécurité, en plein cœur de cette jungle africaine sauvage. Même les lions et les panthères ne lui inspiraient plus de crainte. Elle leva les yeux et aperçut sa silhouette agile descendre silencieusement d'un arbre voisin. Lorsqu'il croisa son regard, son visage s'illumina de ce sourire franc et éclatant qui, la veille déjà, avait su lui inspirer confiance. Alors qu'il s'approchait, le cœur de Jane s'accéléra, et ses yeux s'illuminèrent comme jamais il ne l'avait fait à l'approche d'un homme. Il avait encore ramassé des fruits, qu'il déposa à l'entrée de son abri. De nouveau, ils s'assirent ensemble pour manger. Jane se demanda quelles étaient ses intentions. Comptait-il la ramener à la plage ou la garder ici? Soudain, elle réalisa que la question ne la préoccupait pas tant que ça. Serait-il possible qu'elle s'en moque? Elle prit conscience qu'elle était parfaitement heureuse de se trouver assise là, aux côtés de ce géant souriant, à savourer des fruits délicieux dans un paradis sylvestre perdu au fin fond de la jungle africaine. Elle n'arrivait pas à comprendre, sa raison lui dictait qu'elle aurait dû être en proie à l'anxiété, tourmentée par la peur, submergée d'inquiétude quant à son avenir. Mais au lieu de cela,
son cœur chantait, et elle souriait en retour à l'homme assis à ses côtés. Lorsqu'ils eurent fini leur repas, Tarzan se leva, se rendit jusqu'à son abri et récupéra son couteau. La jeune fille l'avait complètement oublié. Elle se rendit compte que c'était parce qu'elle avait oublié la peur qui l'avait poussée à l'accepter. Lui faisant signe de le suivre, Tarzan se dirigea vers les arbres à la lisière de la clairière. Puis, la prenant dans ses bras puissants, il s'élança dans les branches. Jane comprit alors qu'il la ramenait auprès des siens, et elle ne s'expliquait pas le sentiment soudain de solitude et de tristesse qui l'envahit. Pendant des heures, ils avancèrent lentement. Tarzan des singes ne se pressait pas. Il cherchait à prolonger autant que possible la douceur de ce voyage, avec ses bras bien-aimés enroulés autour de son cou. Ainsi, il s'éloigna volontairement de la route la plus directe menant à la plage. À plusieurs reprises, ils firent de courtes haltes, dont Tarzan n'avait pourtant pas besoin. À midi, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau pour se désaltérer et manger. Ce ne fut donc qu'au coucher du soleil qu'ils atteignirent enfin la clairière. Tarzan, se laissant tomber au pied d'un grand arbre, écarta les hautes herbes de la jungle et lui désigna la petite cabane. Jane lui prit la main, voulant l'emmener avec elle jusqu'à la demeure, impatiente de raconter à son père comment cet homme l'avait sauvée de la mort, et de bien pire que la mort, et comment il avait veillé sur elle avec la tendresse d'une mère. Mais une fois encore, l'instinct de la créature sauvage face à l'habitation des hommes s'empara de Tarzan des singes. Il recula, secouant la tête. La jeune fille s'approcha de lui, levant vers lui ses yeux suppliants. D'une manière inexplicable, elle ne supportait pas l'idée qu'il retourne seul dans l'immensité terrifiante de la jungle. Il secoua encore la tête, puis, finalement, il l'attira doucement à lui et se pencha pour l'embrasser. Mais, avant, il plongea son regard dans le sien, attendant de voir si elle y trouvait du plaisir ou si elle allait le repousser. L'espace d'un instant, la jeune fille hésita, puis elle comprit la vérité. Passant ses bras autour de son cou, elle attira son visage au sien et l'embrassa sans honte. « Je t'aime, murmura-t-elle. Au loin résonna le bruit étouffé de nombreux coups de feu. Tarzan et Jane levèrent la tête. Depuis la cabane, M. Philander et Esmeralda apparurent. Là où se tenaient Tarzan et Jane, ils ne pouvaient voir les deux navires ancrés dans la baie. Tarzan montra la direction des détonations, posa la main sur sa poitrine, puis désigna à nouveau l'horizon. Elle comprit. Il partait et quelque chose lui disait que c'était parce qu'il pensait que ses proches étaient en danger. Encore une fois, il l'embrassa. « Reviens-moi, souffla-t-elle, je t'attendrai, toujours. » Il s'éclipsa, et Jane se tourna vers la clairière pour regagner la cabane. M. Philander fut le premier à l'apercevoir. Il faisait sombre, et M. Philander était très myope. « Vite, Esmeralda !» s'écria-t-il. « Mettons-nous à l'abri. C'est une lionne. Bon sang !» Esmeralda ne prit même pas le temps de vérifier l'information. Le ton de M. Philander lui suffisait. Elle se précipita dans la cabane, claqua la porte derrière elle et en tira les verrous, bien avant qu'il ait terminé de prononcer son nom. Le bon sang échappa à M. Philander lorsqu'il réalisa qu'Esmeralda, dans son affolement, l'avait enfermé dehors, du même côté que la supposée lionne qui approchait. Il se mit à marteler la lourde porte avec frénésie. « Esmeralda, Esmeralda !» hurla-t-il. « Laisse-moi entrer, je vais être dévoré par un lion !» À l'intérieur, Esmeralda, persuadée que le vacarme contre la porte était dû à la bête, qui tentait de la poursuivre, fit ce qu'elle savait faire de mieux, elle s'évanouit. M. Philander jeta un regard terrifié derrière lui. Horreur! La chose se rapprochait dangereusement. Il tenta alors de grimper le long de la cabane et parvint à s'agripper un court instant au toit de chaume.
Pendant une brève seconde, il resta suspendu là, s'agitant désespérément comme un chat accroché à une corde à linge, jusqu'à ce qu'un morceau de chaume se détache. Précédé par la toiture qu'il venait d'arracher, M. Philander s'écrasa sur le dos. Au moment où il toucha terre, une étrange information sur l'histoire naturelle lui revint en mémoire. S'il faisait semblant d'être mort, les lions et les lionnes étaient censés l'ignorer, selon ses souvenirs approximatifs. Aussitôt, il resta étendu là, où il était tombé, figé dans une imitation grotesque de cadavre. Comme il avait atterri les bras et les jambes raides en l'air, sa posture n'avait rien d'impressionnant. Jane, qui avait suivi toute la scène avec un étonnement amusé, laissa échapper un petit rire étouffé. Mais ce fut suffisant. M. Philander roula sur le côté et jeta un regard autour de lui. Lorsqu'enfin il la vit, il s'exclama « Jane! Jane Porter! Bon sang !» Il se releva d'un bond et se précipita vers elle, incapable de croire qu'elle était bien là, et en vie. « Bon sang! D'où venez-vous? Où étiez-vous passé? Comment... » « Doucement, monsieur Philander, l'interrompit la jeune fille. Je ne peux pas me souvenir de tant de questions à la fois. Eh bien, bredouilla monsieur Philander. Bon sang! Je suis tellement surpris et fou de joie de vous voir saine et sauve que je ne sais plus ce que je raconte. Vraiment. Mais, venez! Chapitre 21. Le village de la torture. Alors que la petite expédition de marins avançait péniblement à travers la jungle dense à la recherche de traces de Jane Porter, l'inutilité de leur entreprise devenait de plus en plus évidente. Mais le chagrin du vieil homme et le regard désespéré du jeune Anglais empêchaient le bon cœur de M. Darnau à faire demi-tour. Il pensait qu'il y avait peut-être une infime chance de retrouver son corps, ou ce qu'il en restait, car il était persuadé qu'elle avait été dévorée par une bête sauvage. Il déploya ses hommes en ligne de tirailleurs à partir de l'endroit où Esmeralda avait été retrouvée, et dans cette formation étendue, ils se frayèrent un chemin en suant et en haletant à travers les lianes et les plantes grimpantes enchevêtrées. Ce travail était lent. À midi, ils n'avaient parcouru que quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Ils firent alors une courte pause, puis après avoir avancé encore un peu, l'un des hommes découvrit un sentier bien marqué. C'était une ancienne piste d'éléphants, et après avoir consulté le professeur Porter et Clayton, Darnau décida de la suivre. Le sentier serpentait à travers la jungle en direction du nord-est, et la colonne s'y engagea en file indienne. Le lieutenant Darnau marchait en tête à un rythme rapide, car le chemin était relativement dégagé. Immédiatement derrière lui venait le professeur Porter, mais comme il ne pouvait pas suivre le pas soutenu du jeune homme, Darnau avait une centaine de mètres d'avance lorsqu'une demi-douzaine de guerriers indigènes surgirent autour de lui. Darnau poussa un cri d'alerte à l'intention de sa colonne alors que les indigènes se refermaient sur lui. Mais avant qu'il ne puisse dégainer son revolver, il fut maîtrisé et entraîné dans la jungle. Son cri alarma les marins, et une douzaine d'entre eux bondirent devant le professeur Porter, remontant le sentier pour secourir leur officier. Ils ignoraient la cause de son cri, seulement qu'il s'agissait d'un avertissement d'un danger imminent. Ils dépassèrent l'endroit où Darnau avait été capturé lorsqu'une lance lancée depuis la jungle transperça l'un des hommes. Ensuite, une volée de flèches s'abattit sur eux. Levant leurs fusils, ils tirèrent dans les forêts d'où provenaient les projectiles. À ce moment-là, le reste du groupe les avait rejoints, et salve après salve fut tirée en direction de l'ennemi dissimulé. Ce furent ces coups de feu que Tarzan et Jane Porter avaient entendus. Le lieutenant Charpentier, qui fermait la marche de la colonne, arriva en courant sur les lieux et, après avoir entendu les détails de l'embuscade, ordonna à ses hommes de le suivre avant de s'enfoncer dans la végétation enchevêtrée.
En un instant, ils se retrouvèrent engagés dans un combat au corps à corps avec une cinquantaine de guerriers indigènes du village de Mbonga. Flèches et balles fusaient de toutes parts. Les étranges couteaux africains et les crosses des fusils français s'entrechoquèrent un instant dans des duels féroces et sanglants. Mais bientôt, les indigènes s'enfuirent dans la jungle, laissant les Français compter leurs pertes. 4 des 20 hommes étaient morts, une douzaine d'autres blessés, et le lieutenant Darnaud avait disparu. La nuit tombait rapidement, et leur situation devenait encore plus critique lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils ne pouvaient même plus retrouver la piste d'éléphants qu'ils suivaient. Il n'y avait qu'une chose à faire, camper sur place jusqu'au lever du jour. Le lieutenant Charpentier ordonna qu'on dégage un espace et qu'on construise une barricade circulaire avec des branchages autour du campement. Ce travail ne fut terminé que bien après la tombée de la nuit. Les hommes allumèrent un grand feu au centre de la clairière pour s'éclairer pendant qu'ils travaillaient. Lorsqu'ils eurent pris toutes les précautions possibles contre une attaque de bêtes sauvages ou d'hommes hostiles, le lieutenant Charpentier plaça des sentinelles autour du petit camp. Et les hommes, épuisés et affamés, s'allongèrent sur le sol pour dormir. Les gémissements des blessés, mêlés aux rugissements et grognements des grands fauves, attirés par le bruit et la lumière du feu, empêchèrent tout sommeil profond. Seuls quelques instants de repos, agités, furent possibles. Ce fut une troupe triste et affamée qui passa la nuit entière à prier pour l'arrivée de l'aube. Les indigènes qui avaient capturé Darnaud n'avaient pas attendu pour participer au combat qui suivit. Au lieu de cela, ils avaient traîné leurs prisonniers un peu plus loin à travers la jungle. Puis ils avaient repris la piste plus loin, au-delà du lieu de l'affrontement où leurs compagnons s'étaient engagés. Ils le firent avancer rapidement, les bruits de la bataille s'atténuant de plus en plus à mesure qu'ils s'éloignaient des combattants, jusqu'à ce qu'enfin une vaste clairière s'ouvre devant Darnaud. À l'une de ses extrémités se dressait un village entouré d'une palissade et recouvert de toits de chaume. Le crépuscule tombait, mais les guetteurs à la porte aperçurent le trio approchant et distinguèrent qu'il s'agissait d'un prisonnier bien avant qu'il n'atteigne l'entrée. Un cri s'éleva derrière la palissade, une grande foule de femmes et d'enfants se précipita au-devant du groupe. Et alors commença, pour l'officier français, l'expérience la plus terrifiante qu'un homme puisse endurer sur terre, la réception d'un prisonnier blanc dans un village de cannibales africains. À la cruauté démoniaque de leur sauvagerie s'ajoutait le souvenir poignant des atrocités encore plus barbares que les officiers blancs de cet hypocrite notoire, Léopold II de Belgique, avaient fait subir aux leurs. Ces exactions les avaient contraints à fuir l'État indépendant du Congo, réduisant leur tribu jadis puissante à un simple vestige pitoyable de ce qu'elle avait été. Ils se jetèrent sur Darnaud comme des bêtes féroces, le frappant avec des bâtons et des pierres, le déchirant de leurs mains griffues. Chaque morceau de vêtement fut arraché, et les coups implacables s'abattirent sur sa chair nue et frémissante. Mais pas une seule fois le Français ne poussa un cri de douleur. Il murmura une prière silencieuse pour que la mort vienne rapidement le délivrer de son supplice. Mais la mort qu'il implorait ne lui serait pas accordée si aisément. Bientôt, les guerriers repoussèrent les femmes loin de leurs prisonniers. Ils devaient être réservés à un divertissement plus noble que ce premier accès de rage. Leur furie s'était légèrement apaisée. Ils se contentèrent de lui lancer des insultes, de le railler et de lui cracher dessus. Finalement, ils atteignirent le centre du village. Là, Darnaud fut solidement attaché au grand poteau dont aucun homme encore vivant n'avait jamais été libéré. Un certain nombre de femmes s'éparpillèrent vers leurs huttes respectives pour aller chercher des marmites et de l'eau, tandis que d'autres allumaient une rangée de feux destinés à faire bouillir une partie du festin. Le reste serait lentement séché en lanière pour une consommation ultérieure, car elles s'attendaient à ce que les autres guerriers reviennent avec de nombreux prisonniers.
Les festivités furent retardées en attendant le retour des combattants restés en arrière pour affronter les hommes blancs. Ainsi, ce fut assez tard dans la nuit que, tous étant enfin réunis au village, la danse de la mort commença autour du malheureux officier condamné. À moitié évanoui de douleur et d'épuisement, Darnaud observait, à travers ses paupières mi-closes, ce qui lui semblait être un simple délire fiévreux ou un cauchemar horrifique dont il allait forcément se réveiller. Ces visages bestiaux barbouillés de couleurs, ces bouches immenses aux lèvres flasques et pendantes, ces dents jaunes et aiguisées à la lime, ces yeux démoniaques roulant dans leurs orbites, ces corps nus et luisants, ces lances cruelles. Non, de telles créatures ne pouvaient pas exister réellement sur Terre. Ils devaient être en train de rêver. Les corps sauvages, tourbillonnants, se rapprochaient de plus en plus. Puis soudain, une lance s'élança et effleura son bras. La douleur aiguë et la sensation de son propre sang chaud coulant le long de sa peau lui confirmèrent l'horrible réalité de sa situation désespérée. Une autre lance, puis une autre encore, le touchèrent. Il ferma les yeux et serra les dents. Il ne crierait pas. Il était un soldat de la France, et il leur apprendrait comment un officier et un gentleman savaient mourir. Tarzan des Singes n'avait besoin d'aucun interprète pour comprendre la signification de ces coups de feu lointains. Avec les baisers de Jane Porter encore chauds sur ses lèvres, il se balançait à une vitesse prodigieuse à travers les arbres de la forêt, droit vers le village de Mbanga. L'emplacement précis de l'affrontement ne l'intéressait pas, car il jugeait que tout serait bientôt terminé. Ceux qui avaient été tués ne pouvaient plus être secourus, et ceux qui s'étaient échappés n'avaient pas besoin de son aide. C'était vers ceux qui n'avaient ni été tués, ni réussi à fuir qu'il se précipitait. Et il savait qu'il les retrouverait attachés au grand poteau au centre du village de Mbanga. Tarzan avait vu à maintes reprises les groupes de pillards indigènes de Mbanga revenir du nord avec des prisonniers, et toujours les mêmes scènes se déroulaient autour de ce sinistre poteau sous la lumière vacillante des nombreux feux de camp. Il savait aussi qu'ils ne perdaient jamais beaucoup de temps avant d'accomplir leur atroce besogne. Il doutait d'arriver à temps pour autre chose que pour venger. Il filait à toute vitesse. La nuit était tombée et il avançait en hauteur, le long de la terrasse supérieure de la forêt, où la somptueuse lune tropicale illuminait son vertigineux sentier à travers les branches doucement ondulantes des cimes. Soudain, il aperçut le reflet d'un feu au loin. Il se trouvait à sa droite. Ce devait être la lumière du feu de camp que les deux hommes avaient allumé avant d'être attaqués. Tarzan ignorait la présence des marins. Aussi sûr de sa connaissance de la jungle, il ne dévia pas de son trajet, mais passa à un demi-miles du foyer. C'était le feu de camp des Français. Quelques minutes plus tard, Tarzan s'élança dans les arbres surplombant le village de Mbanga. Ah, il n'était pas tout à fait trop tard. Ou bien si, il ne pouvait le dire. La silhouette attachée au poteau était immobile, et pourtant les guerriers indigènes ne faisaient que la piquer. Tarzan connaissait leurs coutumes. Le coup de grâce n'avait pas encore été porté. Il pouvait dire, presque à la minute près, à quel stade en était la danse macabre. Dans un instant, le couteau de Mbanga trancherait une oreille de la victime. Cela marquerait le début de la fin, car, peu après, il ne resterait plus qu'une masse convulsée de chair mutilée. Il y aurait encore de la vie en elle, mais la mort serait alors la seule délivrance à espérer. Le poteau se trouvait à 40 pieds de l'arbre le plus proche. Tarzan enroula sa corde, puis soudain, par-dessus les cris démoniaques des danseurs, s'éleva l'horrible défi de l'homme singe. Les danseurs s'arrêtèrent comme pétrifiés. La corde fendit l'air en sifflant, haute au-dessus des têtes des indigènes. Elle était parfaitement invisible dans les lueurs vacillantes des feux de camp. Darnaud ouvrit les yeux. Un énorme indigène, debout juste devant lui,
bascula brusquement en arrière, comme frappé par une main invisible. Se débattant et hurlant, son corps, roulant d'un côté à l'autre, fut traîné rapidement vers l'ombre des arbres. Les indigènes, les yeux exorbités d'horreur, regardaient, figés par la stupeur. Une fois sous les arbres, le corps s'éleva droit dans les airs, et lorsqu'il disparut dans le feuillage au-dessus, les indigènes terrifiés, poussant des cris de panique, s'enfuirent en une course folle vers la porte du village. Darnaud se retrouva seul. C'était un homme courageux, mais il sentit les poils courts se dresser sur sa nuque lorsque le corps convulsé de l'indigène s'était envolé, comme mu par une force d'outre-monde, vers l'épaisse canopée de la forêt. Un frisson glacé parcourut l'échine de Darnaud, comme si la mort elle-même s'était levée d'une tombe obscure pour poser un doigt froid et humide sur sa chair. Alors que Darnaud fixait l'endroit où le corps avait pénétré dans l'arbre, il entendit des bruits de mouvement. Les branches oscillaient comme sous le poids d'un corps humain. Il y eut un fracas, et l'indigène retomba lourdement sur le sol, où il resta étendu sans bouger. Immédiatement après, lui apparut un corps blanc, mais celui-ci atterrit debout. Darnaud vit un jeune géant aux membres élancés émerger de l'ombre et s'avancer rapidement vers lui, éclairé par la lueur du feu. Que signifiait cette apparition? Qui cela pouvait-il être? Sans doute une nouvelle créature de torture et de destruction. Darnaud attendit. Ses yeux ne quittaient pas le visage de l'homme qui approchait. Mais le regard franc et limpide de l'inconnu ne vacilla pas sous l'examen attentif du Français. Darnaud se sentit rassuré, sans pour autant nourrir beaucoup d'espoir, bien qu'il se refusât à croire qu'un tel visage pût cacher un cœur cruel. Sans un mot, Tarzan des singes trancha les liens qui retenaient le Français. Affaibli par la souffrance et la perte de sang, Darnaud aurait chuté si un bras puissant ne l'avait pas soutenu. Il se sentit soulevé de terre, une sensation de vol l'envahit, puis il perdit connaissance.